ben oui. Ben voilà, c'est bon, on est de retour. Quel plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables et qui pourtant, et après 2 semaines de Cannes, on continue d'assumer ses avis. Voilà, oui, encore une émission sur Cannes. Écoutez, ça nous rapporte un max de flouze. On va en profiter. Vous voyez, je sais pas, le truc de la vache à lait, on est exactement dans ce cas-là. Non, plus sérieusement, c'est qu'en fait, j'avais promis au service presse de Cannes, je leur avais dit que en fait, dans les trucs que je devais rendre, il y avait une émission quotidienne, des critiques et une petite émission bilan. Donc, c'est ce qu'on fait, parce que si je le fais pas, ils vont me choper par le callback et ils vont pas me reprendre l'année dernière et ils vont me péter les jambes. Donc, j'ai envie d'éviter ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, du coup, émission bilan, et pour éviter de me répéter, eh bien, je suis avec la crème de la crème des festivaliers de Toulouse. Alors, ils sont que 2 parce que c'est impossible de trouver une 3e personne, parce que soit les gens n'ont pas vu assez de films, soit ils sont pas dispo, soit ils me détestent tout simplement. Mais bref, je suis quand même content d'avoir 2 personnes autour de moi, et vu que ce sont des nouvelles voix, eh bien, je vais, comme à mon habitude, les présenter. Si j'en crois sa bio Twitter, il est souvent au ciné, et ça, c'est vraiment un bon move. C'est quelqu'un de bien, la preuve. Le premier film qu'il a vu au cinéma, c'est Le Monde de Nemo, comme moi. Il adore The Office, comme moi. C'est un peu notre Miles Morales toulousain. En tout cas, si j'en crois, sa PP Letterboxd, c'est aussi l'artiste qu'il a le plus écouté sur Spotify. Et il avait prédit la calvitie de Squeezie. Il s'agit d'Ailey. Bonjour. Bonjour Ailey, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Écoute, j'ai très peu dormi cette nuit. Je suis rentré à 4h du mat au lieu de me coucher à une heure raisonnable, mais tout va bien sinon. Voilà, la chaleur, ça va, ça te tape pas trop ? Ça va, on fait avec. Voilà, donc à peine 2 minutes de podcast, on est déjà en train de parler de la pluie, du beau temps, mais écoutez, on essaye d'être proche des autres et d'aborder des thèmes qui rapprochent tout le monde. Ensuite, j'ai une deuxième personne qui se trouve juste en face de moi, toujours prêt à faire une virée dans l'espace grâce à son scaphandre. Il vient du pays des hamburgers. En effet, il vient de l'American Cosmograph. Alors si vous êtes toulousain ou tout simplement que vous écoutez beaucoup cette émission, vous devez connaître ce qui est le plus vieux cinéma de Toulouse du futur, selon le petit générique. Nous avons avec nous son programmateur, gestionnaire, est-ce que je peux dire directeur ? Tu peux le dire. Je peux dire directeur. C'est un honneur, en vrai premier degré, de l'avoir à nos côtés. Il s'agit de Jérémy de l'American Cosmograph. Bonjour Jérémy. Merci, bonjour. Écoute, en vrai, premier degré, on parle très régulièrement de l'American Cosmograph ici, parce que vous avez une programmation de fou. Merci, on essaye, en effet. Voilà. Et merci d'avoir accepté cette invitation, du coup, pour Avis désastreux, spécial Cannes. Peut-être les plus attentifs ou les plus anciens l'auront remarqué, l'épisode du jour sort vendredi. Alors pourquoi au lieu du dimanche ? C'est tout simplement parce que, voilà, il y a un autre festival. On a vu, malgré la hausse des températures, qu'il y a un petit peu froid. Donc, il y a quelqu'un qui va venir le couvrir. Il s'agit de Julie. C'est le Festival d'Annecy. Elle va être là-bas pour faire, comme pour Cannes, des épisodes quotidiens sur les films, les masterclass, les avant-premières, tout ce qu'elle va pouvoir voir. Et voilà, donc ça va se passer toute la semaine prochaine, du lundi au samedi ou au dimanche, je sais plus. Bref, ça va être quand même pas mal d'épisodes qui vous attendent. Donc voilà, donc si vous aimez le cinéma d'animation ou juste vous êtes curieux... Voilà, donc c'est pour ça qu'on le sort un petit peu plus tôt, histoire que ça vous fasse pas trop d'épisodes d'un coup, que vous puissiez le temps de rattraper cet épisode. Allez hop, l'instant promo et ensuite on attaque direct sur l'épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les liens sont dans la description, à partager, à parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur coup de pouce que vous puissiez nous donner. Et si le cœur vous en dit, à noter 5 étoiles, notamment pour les petits nouveaux, une trentaine à peu près. On vous remercie, on espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien apprécier ce nouveau podcast que vous découvrez. Et voilà, donc si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, tout ça. Voilà, l'introduction elle est finie, comme d'habitude 5 minutes. Je vais arrêter de parler et je vais lancer un petit peu la chronique qui va définir un petit peu toute cette émission. Et alors, Cannes 2024. Salut, c'est Guillaume Canet. Et oui, parce que l'introduction quand même, c'est rigolo 5 minutes, mais nous, ce qui compte ici, c'est qu'on va parler de Cannes. Alors comme je vous ai dit, vu que j'ai fait 13 épisodes dessus, ça va pas vraiment être moi, ça va plutôt être mes invités. Et on va faire un petit bilan du Festival de Cannes. Alors tout simplement, je vais commencer par une première question qui va venir avant de parler des films. Tout simplement, votre expérience à Cannes. Donc Cannes, pour vous, c'est une première. Ça fait combien de fois que vous êtes allé à Cannes ? Prends la parole qui veut. Moi, j'y suis allé la première fois en 2009,
Et, Ça remonte. Et j'ai fait à peu près toutes les années depuis, sauf une où mes enfants venaient de naître. Mais, Oh. donc ça fait quoi, 15 ans? Ouais. 15 ans. Et du coup, au niveau accréditation, tu as toujours la même ou... Bah, accréditation exploitant, ouais, donc oui, toujours la même. Ok. Juste, exploitant, c'est quoi les caractéristiques spéciales de l'exploitant? J'ai pas du tout accès au marché du film, j'ai accès à toutes les projections. Depuis le nouveau système informatique, les places s'ouvrent 4 jours avant, à 7h du matin. Et de savoir avant qui je passe, après qui je passe, j'en sais rien. Et pourquoi il y a un jour où j'ai toutes mes places et un jour j'en ai aucune, j'en sais rien non plus. Il me semblait Voilà. avoir entendu comme quoi les exploitants c'était les meilleurs. Ah non, c'est les distribs, je suis con. C'est les distribs qui ont les meilleurs accrèdes. Franchement, je sais pas. Nous, on en a beaucoup parlé entre nous et à même accred, certains arrivent à avoir toutes leurs places, d'autres moins. Je sais pas du tout. Donc, Voilà. On peut dire que t'es un vieux de la vieille du festival de Cannes. Ah, on peut dire que j'ai connu le moment où on faisait la queue pour récupérer les tickets au guichet, tout ça. Bon, Quel voilà, enfer. ouais. Franchement, vu le niveau qu'on était en niveau accréditation, jamais il y a des films que j'aurais jamais pu avoir avec ce système-là. Hein. Bah, je sais pas. À la fois, quand il y a une file d'attente, il y a toujours possibilité de se glisser devant. Il y a toujours possibilité de connaître un petit chemin sur le côté. Les Enfin, tricheurs. voilà. Voilà. Donc si vous voulez réussir dans la vie, trichez. Vraiment, ne soyez pas honnête. C'est comme ça qu'on m'a appris Cannes. Mais Oh là voilà. là là là. Pff, les jeunes qui écoutaient ce podcast ne suivaient pas cet exemple vraiment. Mais non, mais vous pouvez plus maintenant. Si t'as pas ta place sur l'application, tu ne rentres pas. Donc, Maintenant, voilà. c'est les last minutes, du coup. Ah oui, attends, mais ça existait avant les last minute ou pas? Bah oui, il y en avait forcément, mais comme tout le monde faisait la queue, même pour les places normales, donc je sais pas, la question se posait pas. Aïe, et toi, ça fait combien de fois du coup Cannes? Première? C'est la première tout court. C'est la première OMG et t'étais en accréditation J'étais en cinéphile. cinéphile, donc ouverture à 9h du mat. Ouais, les 9h du mat tous les matins pour avoir un billet qui traîne par-ci par-là. Mais franchement, je trouve ça un petit peu abusé de vous faire lever à 9h parce que ça vous fait rater les séances du matin. Ou alors... Bah, des fois, en fait, on avait juste pas le choix. Il fallait des fois, pendant le film, regarder à 9h du mat avec une grosse luminosité basse pour Tu m'étonnes. traîner dessus et voir un truc des fois qui traîne par magie. Des fois, il fallait rater un petit 3 minutes de film. Ah ouais. Bon, après, les films du matin... Bah, ça reste des bons films. Écoutez, j'allais dire du mal, mais non, pas du tout. Il y a des très bons films le matin qui réveillent un petit peu. C'est les films qui viennent nous accueillir après 4 heures de sommeil. Peut-être plus, hein, ensuite. Ça dépend J'ai eu un bon Furiosa à 8h30 du matin. Et oui, on devait être. Tu l'as vu, toi, Furiosa, ou pas? T'as eu Non, je suis pas allé le voir. Tu vas pouvoir le rattraper Je vais maintenant. aller le voir après. Ouais. Voilà, vu en plus le carton qu'il est en train de faire, il va rester longtemps au cinéma, je pense. Ouais, ah ouais, non, ça fait mal. Du coup, je réponds rapidement. Pour ma part, c'est mon 3e Cannes et c'est la 2e année que je viens en accréditation presse, sachant que cette année, c'était une accréditation avec le podcast. Voilà, d'où le fait qu'il y a eu 13 épisodes que vous pouvez retrouver si jamais vous ne l'avez pas écouté. Voilà, et puis voilà, accréditation presse, toujours un plaisir parce que les séances presse qui vraiment permettent de maximiser ses chances et d'avoir un petit peu plus d'être un peu plus libre sur certains trucs. Du coup, c'était comment ce Cannes là? Que ce soit en termes d'ambiance ou en termes de film, parce qu'en termes de film, on a entendu un petit peu des avis mitigés. Vous, Cannes, par rapport à... Moi, j'ai passé un très bon Cannes. Écoute, Tant mieux. d'abord, je trouve qu'en termes de film, en effet, il y a eu quelques déceptions, notamment sur le début de la compète. Mais à la fois, moi, je trouve qu'il est le plus dur en festival, c'est d'avoir vraiment des films qu'on n'aime pas du tout, où on s'ennuie fermement. Et là, c'était pas le cas. Il y a des films où on s'attendait à mieux et qui étaient un peu décevants, mais j'ai vu très peu de films vraiment qui me sont tombés des yeux. Et ça a tendance à me miner le moral pour la journée, ça, de me dire j'ai choisi celui-là alors que voilà, je viens de perdre 2 heures. Et là, ça a été peu le cas. Et après, juste d'un point de vue très personnel, j'ai bien géré mon temps Toutes mes félicitations. entre les fêtes et les films. J'ai moins dormi dans les salles que d'habitude, et donc ça, je suis très content. J'ai bien profité des films, parce qu'un film fatigué, c'est souvent un film gâché. Là, cette année, j'ai bien géré sur les Et 10 jours. as-tu pu, comme on s'était croisés une fois, as-tu pu faire ta petite baignade de Ouais, Cannes? je suis Tu allé l'as piquer fait? une tête. T'as vraiment piqué une tête, du J'ai coup. eu 1h30 de pause et je suis allé me baigner. Et alors, l'eau était... L'eau était fraîche, mais ça m'a donné un coup de peps. C'était très bien. Il y avait du vent, donc il y avait plein de vagues. J'avais l'impression d'être à l'océan. C'était super. Voilà.
pour nos amis parisiens, c'était au moment où vous aviez plein de pluie. Voilà, je rappelle, voilà, juste pour petit taquet, voilà. Alors toi, Haïlé, toi, vu que c'est ton premier Cannes, est-ce qu'il y avait des attentes et est-ce que ces attentes par rapport à la réalité, comment ça s'est... En fait, moi, je m'attendais à... Comment dire? On m'avait vendu un peu comme, en tout cas en tant que cinéphile, comme une expérience assez compliquée. C'est-à-dire qu'on allait faire beaucoup plus de queues, de recherche de billets, beaucoup plus dur du coup comme expérience. Au final, j'étais moi-même étonné parce que j'ai fait plus de tapis rouge au final que de séances normales. Donc, Par tapis rouge, t'entends séance gala? séance gala, c'est ça. Ok, alors séance gala, juste pour préciser, c'est les séances de 18h jusqu'à 22h en présence des équipes du film et avec la tenue de soirée exigée, c'est-à-dire smoking, nœud de pape, etc. C'est ça, ouais. Voilà, donc t'en as fait pas mal. Ah, j'en ai fait beaucoup plus que j'imaginais, ouais. Ouais. Et en fait, c'est étrange parce qu'on vit 2 semaines intenses, et surtout à la fin complètement lavé et fatigué. Tu m'étonnes, oui. Mais en fait, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé. Et pour un premier Cannes, moi je me rappelle le premier Cannes, j'avais couru un petit peu partout, genre j'avais fait beaucoup de séances au Théâtre La Licorne et au Cinéum. Alors encore une fois pour les gens qui connaissent pas, c'est à Cannes il y a du coup le Grand Palais où est-ce qu'il y a plusieurs salles qui sont vraiment, c'est là où est-ce que, du coup il y a les stars, tapis rouge. Après il y a d'autres salles qui sont le long de la Croisette pour Quinzaine des cinéastes, Semaine de la critique, Acide. Et après, il y a des salles qui sont vraiment excentrées, qui prennent entre 15 minutes en bus, voire une demi-heure. Et est-ce que, voilà, il faut perdre un temps pas possible. Est-ce que toi, t'es passé par ces séances ou pas? Ouais, du coup exactement. Le Cinéum, ouais. Ouais. Le Cinéum, en fait, le Cinéum, c'est dès qu'on y va, on sent qu'on sort du festival. C'est bien loin, proche des montagnes quasiment. C'est ça. D'autant plus que le Très Cinéum, loin. si je me trompe pas, il continue de diffuser des films de la semaine tranquille, enfin des films qui passent actuellement au cinéma en parallèle du Festival de Cannes où il y a des salles réservées. C'est ça, ouais. Ouais. C'est un peu étrange parce qu'il y a plein de gens qui font la queue pour des gros films que personne ne connaît et les gens rentrent en plein milieu. Mais malgré tout, c'est une ambiance entre l'ambiance et les films. Non, c'est une sacrée ambiance. En plus, c'est très très sympa parce que on discute assez facilement avec les gens qu'on peut croiser. On a des discussions des fois assez étonnantes. Je me suis retrouvé à discuter avec une distributeuse en plein milieu dans le bus. Donc c'est étrange, mais très très satisfaisant. Bah écoute, tu sais quoi, ça va me permettre de faire ma transition. Est-ce que, du coup, durant ce Cannes, vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous avez des petites anecdotes, que ce soit des célébrités ou autres? Tu vois, par exemple, toi, la distrib, est-ce que tu sais, est-ce que tu te souviens, distrib, de quel film, Alors, elle m'a pas parlé explicitement des films, elle m'a juste parlé que c'était des films français. Ouais. Et elle m'a pas plus donné d'infos que ça. C'était juste vis-à-vis la distrib films français. Et je sais juste qu'elle faisait beaucoup de marché pro du film et juste les séances de ces films-là. Ouais, le marché du film, c'est quelque chose qui se passe en parallèle du Festival de Cannes. C'est plein de films qui sont faits et qui cherchent à être vendus sur le marché international. Enfin, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des projets supplémentaires, des films qui sont présentés dans les différentes compétitions, mais après, il y a tout le catalogue des producteurs, des vendeurs internationaux qui font des projections dans des petites salles, type salle de presse parisienne, mais qui là sont dans le marché. Voilà, il y a la possibilité de voir plein de films, Ouais. des trucs qu'on n'a jamais entendu parler. Après, là, pour le coup, enfin, je sais pas si un jour on aura l'occasion d'interviewer quelqu'un qui rentre là-dedans, mais c'est pas que c'est fermé, mais c'est que vraiment ça paraît un petit peu obscur, surtout quand tu vois les films qu'ils ont proposés. La plupart du temps, c'est des films, ça te dit rien, à part de très rares films. Là, par exemple, je pense à 100 of Beavers, qu'on a tous les trois vu. Du coup, Non, Ouais. pas moi, Tu l'as pas vu mais je l'ai diffusé. tu l'as diffusé, oui, c'est un film enfin, ici on adore. Enfin, Oui, clairement. il Ouais. était passé au Greenhouse Paradise, ça fait 2 ans que le film traîne dans plein de festivals et qui a un galère de distrib. Mais voilà, lui par exemple, il était à Cannes pour essayer de trouver un distributeur, voilà, à voir si ça va fonctionner. Toi, Jérémy, est-ce que tu as fait des petites rencontres, à part moi, bien sûr? Mais- Moi, je fais toujours des rencontres, mais parce que j'y vais un peu pour un côté professionnel. Je croise d'autres exploitants que je croise que là, je croise les distributeurs que j'ai toute l'année au téléphone, et donc on trouve toujours le moyen de boire un pot, de boire un café, tout ça. Après, moi, je fais assez peu les séances du soir, donc je fais assez peu les séances avec les équipes de film. Donc non, je les croise très peu.
J'ai vu un film derrière Xavier Dolan, ça m'a fait quelque chose, mais bon, voilà. C'était du coup pour un certain regard, Pour un certain regard, ouais. C'est Ouais. juste derrière le rang du jury. Incroyable. Et bon, il avait l'air de s'ennuyer fermement devant le film, que moi j'ai trouvé très chouette. Est-ce que tu peux spoiler de quel film il s'agit ou pas? Et c'était un film japonais que je trouve très joli qui s'appelle My Sunshine. Ah, ça fait partie de ceux que je suis trop dégoûté d'avoir loupé. Ouais, mais c'est un très joli film, mais voilà, il avait l'air d'être fatigué. Non, je te regardais en mode si tu l'avais vu ou pas. Non, pas du tout. Non, mais franchement, il avait l'air. Bon, bah écoute, on peut le comprendre hein, aussi. Forcément, surtout qu'en plus, le jury canois, bon, ça doit faire la fête, hein, j'imagine, le soir. Donc, j'imagine aussi, ouais. Voilà, ça doit couler à flot. Du coup, je vais répondre aux 2 questions en même temps. Au niveau de comment c'était, j'avoue, c'était un Cannes assez épuisant. Parce que tenir un rythme quotidien d'un podcast entre l'écriture, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne et la publication, la promotion, et faire ça chaque jour, ça venait assez épuisant, surtout que je faisais des trucs que je suis pas sérieux, genre je sautais des repas, je dormais 4 heures certaines nuits, je montais pour le poster à 7 heures pour me dire allez hop, comme ça c'est posté, etc. Puis aussi si on rajoute... Alors au niveau des films, je voulais faire un test. Chaque année, je les mets sur Letterboxd, je vois, j'ai à peu près la même moyenne des films que je note, c'est du 3,2 sur 5. Donc vraiment, chaque année, c'est à peu près pareil. C'est juste que cette année, à part quelques films dont on va parler juste après, j'ai pas d'immense coup de cœur. Et comme tu disais, Jérémy, il y a aussi pas mal de déceptions, que ce soit le Cronenberg. Bon, Cronenberg, ça fait quelques années qu'on s'attend plus à grand-chose, mais là, il y avait vraiment... le sujet me plaisait énormément. Je pense au Coppola. Le Coppola, je sais pas si vous l'avez vu, le Coppola. Oui. Ah, pas eu cette chance. Oh là, ok, tu vas voir le Coppola. Vous le passez, vous, non? Vous pensez On sait pas encore, il faut qu'on en discute. Mais voilà. Le Coppola, je pense qu'on en parlera un petit peu du Coppola parce que toi, tu as assisté à quelle séance? Il n'y avait pas l'équipe du film, moi. C'était la séance du lendemain. Ouais, non, mais sans équipe du film, t'as eu quand même le petit happening. J'ai eu le petit happening, ouais. Voilà, exactement. Dans le pacte dit qu'ils aimeraient bien faire ça, le maintenir pour une sortie salle. Je sais pas trop comment ça va se faire. Parce que même pour vous, au niveau de l'équipe, comment vous allez pouvoir... Ouais, moi, ça me paraît très audacieux. Et d'autant que j'aime plutôt bien l'idée. Après... je suis pas sûr que ça apporte grand chose au film là pour le coup, voilà. Mais j'aime bien cette idée de tenter autre chose, mais voilà. Ouais, bon. On reste flou pour les gens qui ne savent pas trop, même si bon voilà, si vous avez traîné sur Twitter, je pense que vous avez déjà fait spoiler. Enfin, j'imagine Aïlé, tu vois de quoi on parle sans trop en dévoiler. Je vois à peu près de quoi ça parle. Je connais un peu le plus gros problème majeur du film, de ce que j'ai compris, parce que même ceux qui ont aimé, on reproche à ce film-là ce truc en particulier, et c'est de ce que j'ai compris, la misogynie qui se représente dans le film. Ah oui, non, mais après, le film a plein de défauts. Moi, franchement, j'avais dit que je l'avais bien aimé à sa sortie, juste après la séance, mais c'est vrai que quand j'y repense, c'est quand même quelque chose. C'est, comme tu dis, la misogynie, c'est un film foutraque qui tente plein de trucs, mais ensuite, à voir ce qui marche ou pas. Il y a un effet de mise en scène que je révèle pas, qui, lui, pour le coup, vraiment m'a marqué, même si, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose dans le film. C'est juste que tu dis... Ah ouais, quand même, le type va pousser le curseur jusqu'à ce point. Mais voilà, mais c'est vrai que cette année, ça a été une année où un peu mitigée sur les films. Il n'empêche que ça reste quand même une super expérience. Comme tu disais, Jérémy, il y a des gens que tu vois là-bas chaque année. Enfin, perso, c'est... du coup, vu que j'étais en presse, je voyais mes copains de la presse qui sont tous de Paris quasiment, ou de Lille. Donc ça me permet de les voir. Chaque année, c'est vraiment à Cannes que je les vois parce que Paris, c'est trop loin. C'est toujours un plaisir de passer ce moment avec eux. J'ai rencontré Hugo, je crois que tu le connais, Hugo. Ouais, oui, clairement. Ouais. Hugo qui avait fait l'émission Daily Movies, ça a été une super rencontre par exemple. On était ensemble pour le Mégalopolis, tout ça. Donc ouais, il y a quand même un petit peu cette ambiance, cette effervescence que tu as à Cannes, notamment pour certaines séances. Je pense à The Substance, qui a vraiment une séance qui a vraiment réveillé Cannes. On l'a tous vu ici, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Voilà, lui aussi, je vais y glisser 2-3 mots, hein, franchement. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, et ensuite, au niveau des anecdotes, des rencontres, je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué, j'en ai rapidement parlé, mais là, du coup, on est émission bilan, donc voilà. Je sais pas comment ça s'est passé. Il y a, je sais pas si c'est une agent de presse, une agent d'acteur ou je ne sais quoi, mais j'ai reçu un mail pour rencontrer William Dafoe. Et alors, d'habitude, rencontrer des acteurs ou des actrices, c'est pas le truc qui me botte le plus parce que, dans l'ensemble, moi,
Enfin, moi, ce qui me botte, c'est surtout rencontrer les gens ou de la technique ou carrément réalisateur, réalisatrice, c'est-à-dire ou alors chef op, je sais pas quoi. Les acteurs, bon, voilà. Mais William Dafoe, c'est mon acteur préféré. Donc là, franchement, ça m'a fait rater le Ziazanke, dont j'ai entendu tant du bien que du mal. Donc je sais pas si vous l'avez vu, le Ziazanke. Pas du tout. J'ai vu. Ouais. Et alors? Et alors, c'est un film ardu, mais sans doute bien de le voir en dehors de Cannes d'ailleurs, mais que je trouve moi très intéressant. Mais à la limite de l'expérimental, avec une première demi-heure qui est vraiment âpre. Mais après, c'est un truc qu'on a l'impression d'avoir jamais vu et qui réussit plutôt bien. Non, c'est assez beau, assez poétique. Ouais. Faudrait que je le rattrape. On m'a dit que ça se rapproche pas mal de Au-delà des montagnes. De toute façon, c'est le seul que j'ai vu de Zanke. Donc, Bah après, il y a vraiment ce truc où il a réutilisé tous ses rushs. Donc, moi, je connais un peu son cinéma, mais pas suffisamment pour voir d'où tout sort. Mais il recrée un truc avec ça. Donc, au début, c'est vraiment comme un collage pendant une demi-heure, mais qui est assez envoûtant et puis qui dit quand même des choses sur la Chine, même si on comprend pas tout. Et après, il arrive à construire une narration avec ces bouts de films-là. Et donc, franchement, c'est assez envoûtant. Moi, je me suis laissé prendre. Ouais, ok, bah, je serais curieux de le voir. Mais du coup, ça m'a permis de rencontrer William Dafoe. Alors bon, ça n'a pas été la rencontre la plus passionnante parce qu'il a parlé rapidement de Kind of Kindness face à des gens qui ne l'avaient pas vu. Donc voilà, la seule petite anecdote que je puisse vous raconter, c'est que je sais plus s'il avait croisé un mec dans la rue où on lui demandait où est-ce qu'il en était sur son prochain film. Et Kind of Kindness, le premier titre, c'était End ou Et. Et du coup, à chaque fois, il disait, c'est quoi ton prochain film? C'est Et l'autre, il dit, et quoi? Non, c'est juste Et. Et voilà, c'était ce dialogue de sourds pendant quelques secondes, etc. Voilà, c'était la petite anecdote marrante. Après, le truc, c'est que juste avant, il y avait une rencontre avec Diane Kruger qui, elle, était vraiment ultra accessible. Mais j'ai vu que 4 films avec elle, donc j'allais pas du tout l'aborder pour rien. Et William Dafoe, lui, il est à peine arrivé, tout le monde s'est jeté sur lui, il est reparti, il n'y a pas eu de rencontre ou autre. Mais voilà, juste, je me dis, bon, bah, j'ai rencontré mon acteur préféré. Ah oui, et aussi, George Lucas, je sais pas si tu as pu assister à la rencontre avec... Pas du tout, j'ai juste vu Meryl Streep, du coup. Ah, et alors? Ah bah, c'était assez impressionnant. Après, c'est pas l'actrice qui m'intéresse le plus dans sa filmographie, mais c'était quand même assez cool de la voir, parce qu'il y a quand même quelques films que j'ai vus dans ma vie qui m'ont un peu marqué où elle était dedans. Mais oui, c'était pas la personne qui m'intéressait le plus vis-à-vis de la filmo. Ouais. Jérémy, toi, les rencontres, ça t'intéressait ou... Non, moi je suis là pour voir des films et pour voir les copains et les gens de la profession. Enfin voilà, c'est juste qu'il faut choisir en termes de temps. Mais je suis bien d'accord. Bah, voilà. Justement, là où je râle un peu, c'est que bon, j'ai vu George Lucas, mais du coup, ça m'a fait rater le Rassoulov. Et voilà. Rassoulov, tu as eu l'occasion de le rattraper? Non, j'étais parti, je l'ai pas encore rattrapé parce qu'il y a un seul DCP qui tourne, mais je le rattraperai. De toute façon, il sort en septembre, je crois. 18 septembre. Il sort très rapidement et ouais, ça va faire partie des grosses. Toi, du coup, tu l'as. Ouais, je l'ai vu, ouais. C'était assez impressionnant. Ouais, surtout qu'en fait, ce qui était fou, c'est vraiment. Il y a eu une unanimité autour du film qui était assez folle, vraiment. Mais encore une fois, ils te le mettent le dernier jour, donc c'était super dur de pouvoir le rattraper. Mais voilà. En tout cas, moi, l'unanimité critique, j'avais pas souvenir d'avoir vu ça. Quand tu vois le tableau, je sais pas si vous suivez ça, le palmomètre sur le film français, là, quand tu vois le tableau des étoiles, j'ai pas souvenir d'avoir vu un film qui était aussi bien noté par tous les journalistes. Enfin, c'était assez dingue. Je sais pas si vous connaissez le Free Pressy. Oui. Le Free Pressy, en fait, grosso modo, c'est le prix de la presse internationale. Et généralement, c'est le film qui a fait le plus l'unanimité auprès de la presse. Et les années précédentes, tu as eu des films comme Drive My Car, Leila et ses frères, The Zone of Interest, et donc là cette année c'est le Rassoulov, donc Les graines du figuier sauvage. Donc à chaque fois ça fait quand même partie des films où tu sens qu'il y a une vraie émulsion, donc peut-être avoir les années précédentes s'il y avait eu ça. Mais ouais, c'est vrai que le Rassoulov, entre la qualité du film et du coup tout le contexte parce que c'est quelqu'un qui est parti de l'Iran à ses risques et périls pour présenter le film en France, c'était même pas sûr qu'il puisse être présent sur place. Donc voilà, c'est comme Serebrennikov qui vient pour la première fois, parce que c'est le 4e film qui vient présenter à Cannes. Je sais plus s'il était venu pour la femme de Tchaïkovski ou pas. Mais voilà, on a quand même des gens qui sont pas les bienvenus dans leur pays, qui sont venus protester un petit peu à travers leur film. Donc. Mais là, moi, c'est ma grosse déception de ne pas avoir été à la séance du Rassoulov, qui était en plus une séance en après-midi, donc je n'étais pas obligé de mettre de costume. Mais voilà, ça devait être chargé en émotions, et c'est vrai que ces séances-là,
Moi, j'en fais pas tant que ça parce que je pars pas avec mon smoking et que le soir, ça prend trop de temps. Je comprends. Mais les séances avec les équipes, ça rajoute quand même une dose d'émotion, un truc qui fait partie du fait de voir un film en festival, quoi. Il y a un plus, quoi. Toi, t'as vu qui en équipe dans les... J'ai vu pas mal de monde. Là où j'étais content, parce que eux, par contre, je les avais vus quelques fois quand même, c'était l'équipe de The Apprentice. Donc Sébastien Stan, que j'ai d'abord connu avec le MCU, comme pas mal de gens. Puis, Total d'hiver. Puis plusieurs fois ensuite avec quelques autres films comme Le Diable tout le temps ou Fresh. Ok, ouais. Et ce qui était intéressant aussi, par contre, c'était le discours de Ali Abbasi. Parce qu'il a parlé, parce que c'est aussi un réalisateur iranien, et il a pu parler au moment où on venait d'apprendre la mort du président iranien en plus. Okay, donc ouais. C'était un discours chargé politiquement, mais très intéressant sur son point de vue vis-à-vis de tout ça. Ouais. Bah, de toute façon, vu qu'ils ont toujours un petit peu le tapis rouge qui leur est dévoilé, les réalisateurs réalisatrices en profitent toujours pour un petit peu lâcher un petit discours politique par derrière. D'autant plus qu'on forcément dans ce contexte, Ali Abbasi, justement, moi j'étais un peu déçu par The Apprentice parce que je m'attendais à un truc vraiment cinglant, cynique ou piquant comme il avait pu faire il y a 2 ans avec l'incroyable Les Nuits de Machad, que vraiment je trouve pour Jérémy. Non, j'attendais de voir où t'allais en venir. Bah, je trouve que vraiment c'était vraiment un super film avec une vraie ambiance et la manière dont il traitait de la misogynie et de la domination patriarcale au sein de son propre pays, même s'il n'a pas pu filmer dans son propre pays. Enfin, un film très critique envers l'Iran. Voilà, donc Ali Abbasi que je trouvais vraiment génial ici. Là, je trouve que sur The Apprentice, c'est lisse, quoi. C'est vraiment le truc, donc un peu déçu. Mais tant mieux, du coup, que tu aies pu voir un petit peu tout. Et Jeremy Strong. Alors, il n'était pas là, mais ils l'ont montré en FaceTime à la fin, du coup. Ok. Juste ça. Et ensuite, oui, il y a quand même pas mal d'autres acteurs. J'ai pu voir Demi Ménochet le soir de Rumors aussi, c'était quand même sympa. Ouais, Demi Ménochet, quel acteur. Voilà. Et on s'est fait plus tard dans la soirée foncer dessus par les gardes du corps de Kate Blanchett aussi, mais ça, c'était une autre histoire. Ça c'est de l'anecdote. Mais c'est ça que je voulais en anecdote. Bon, allez, juste avant d'attaquer les films, rapidement, votre petit bilan en termes de films, pour combien de jours, qu'est-ce que vous avez vu alors du coup au total? Moi, je suis resté 12 jours avec 2 jours 2 demi-journées où j'ai voyagé. D'ailleurs, non, 11 jours, j'ai vu 44 films. Wow. Ah oui. Mais je fais pas les rencontres à la presse et tout ça. Enfin voilà, moi j'y vais vraiment pour voir des films. Ouais, donc, t'as bien raison. Et du coup, nous on est nuls à côté. Moi, pour une première année, on m'a dit que c'était pas trop mal si j'ai fait 25 films en 12 jours, du coup, à peu près. C'est bien. Bah oui, comme ça te permet de. Surtout qu'en plus, j'imagine que sur les 25, il y en a pas mal que tu t'attendais pas forcément à les voir. Non, clairement pas, non. Ouais, bah c'est ce qui vient avec Cannes. Du coup, pour ma part, alors, c'est encore une année où j'arrive pas à dépasser la barre des 40, mais j'aurais pu, je pense, si j'avais ni le podcast, ni les rencontres, comme tu dis, Jérémy. Mais moi, j'ai pas enregistré un podcast tous les jours aussi. Enfin, tu vois, je gagne du temps. Hein. En vrai, je suis quand même content parce que j'ai quand même vu 36 longs métrages. Et je précise 2 cours. Je sais pas si vous les avez vus. Il y a eu C'est pas moi de Léos Carac. Je sais pas si vous avez eu l'occasion. J'ai pas eu de place. Mais de toute façon, il sort là. Il sort bientôt. Alors, je sais pas si. Non, il sort la semaine prochaine, le 12, je crois. Ouais. Il y a le cratère qui le passe ou c'est l'ABC ? C'est l'ABC. C'est l'ABC, voilà. Enfin, pour les gens de Toulouse. Et ensuite, C'est pas moi de Judith Godrèche. Je sais pas là encore si vous avez. C'est pas moi, c'est le Carax. Le Godrèche, c'est. Moi aussi. Pardon. Ouais, moi je l'ai vu. Voilà. En ouverture d'un certain regard, ils l'ont mis sur toutes les séances d'ouverture, donc oui, je l'ai vu. Eh ben, écoute, on va parler de. Oui, je vois de quel film tu parles, et en plus, c'est mon top 4, donc je spoil. Mais ouais, je suis quand même en vrai assez content. Et tiens, Judith Godrèche, que rencontré rapidement après Les Femmes du Balcon, elle a beaucoup aimé. Voilà, si vous voulez la petite info. Voilà, elle et sa fille ont beaucoup aimé, elle trouvait le film très osé, très drôle. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Ben non, il avait une séance de minuit et pas de séance le lendemain, donc voilà. Moi, les séances de minuit, même ça. Ben, j'avais un 8h30 le lendemain matin et voilà, je me suis dit. Ouais, là, ça aurait été compliqué niveau fatigue là par contre. Surtout que cette année, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont enchaîné 3 séances de minuit. Il y a eu celui-ci, il y a eu The Surfer et il y a eu
C'était pas City of Darkness qui Si, était voilà, venu c'est ça. aussi, Oui, C'est j'avais vrai. le titre. Enfin, j'avais plus le titre. Non, en plus, c'était les trois Twilight. étaient tentants, hein, mais moi j'en ai fait quelques fois des séances de minuit. C'est une super ambiance, Ouais. mais voilà, là ça collait pas dans mon planning, quoi. Bon, allez, après une demi-heure. Franchement, je vous avais dit une demi-heure pour voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans ce qui nous intéresse. On va parler des films qui sont passés à Cannes. Alors, on va commencer par le négatif, comme ça, au moins, c'est expédié. Un flop, un film sur lequel soit vous avez c'est le film que vous avez le moins, soit c'est une déception. C'est un petit flop de ce festival. On commence toujours par ça, voilà. On se donne un petit coup et après on part. Lequel de vous deux veut commencer? Moi, je vais pas évacuer ça parce que j'aime pas trop les flops. Moi, j'aime bien dire ce que j'aime pas dire ce que j'aime pas. Je comprends Mais, totalement. Tu es meilleur que nous sur tous les points. Non, après, c'est mon boulot. Moi, je travaille Oui, tu dans un n'as pas le cinéma, droit, je programme les films que j'aime et donc je les défends, et ceux que j'aime pas, je les programme pas. Je comprends, Enfin, dans un monde idéal, c'est pas toujours comme ça, mais. Oh là voilà. là. Tu biperas si tu peux, et- si tu veux donner des noms. Et donc, ouais, mais il y a quand même, j'avais très envie, en plus, je l'attendais, j'avais très envie de voir le film de Paul Schrader au Canada. Ah. Et vraiment, ça m'est passé au-dessus. J'ai trouvé ça sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Je suis vraiment J'ai trouvé Richard Gere plutôt Ah, il bien. est La excellent. mise en scène est plutôt élégante. fabuleuse. Mais alors, je trouve qu'il n'y a rien à dire dans ce film qui nous fait une sorte de faux suspense sur un truc dont on se fout un peu. Enfin voilà, moi ça m'est passé au-dessus. Je vois pas l'intérêt. Mais après, je sais qu'il y a des camps très partagés sur le film. Mais alors moi, ça m'a pas intéressé du tout. Faut dire que le film a été reçu très tièdement et franchement, je suis dégoûté parce que franchement, je trouve que c'est un film dans ce qu'il raconte sur la véracité de l'image. Il y a aussi ce dialogue que je trouve magnifique de Richard Gere qui dit quand vous êtes croyant, enfin même si vous n'êtes pas croyant, quand vous priez Dieu, vous dites la vérité. Et moi, je ne dirai la vérité qu'en présence de ma femme et la caméra. Enfin, tu prends un documentaliste qui, du coup, pour interroger la question du rapport à l'image, à la vérité, le fait que Richard Gere vient parasiter un petit peu ses souvenirs lui-même, et on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui est faux, cet homme lâche qui cherche toujours à se justifier. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé un film crépusculaire, vraiment hyper intéressant en termes de sa mise en scène. J'espère que le film, quand il aura sa sortie française, saura être apprécié à sa juste valeur, parce que c'est vrai que c'est un film un petit peu lent, donc je pense que ça a mis des gens de côté, mais honnêtement, je trouve que vraiment, au Canada, ça fait partie des beaux films que j'ai vus cette année. Hein. Écoute, moi c'était mon flop. Ouais. Ah Et bah, voilà. Hailey, toi, ton flop Moi, c'était Just Roads, les linceuls. de Cronenberg, bah oui. Ouais, c'était compliqué celui-là. En fait, je vais être honnête, j'ai trouvé vraiment assez long, très pompeux, très bavard en fait durant tout le film et assez inintéressant en termes de mise en scène. Je crois qu'il y a juste la toute première scène qu'on voit, sans spoiler du coup, avec Diane Kruger et Vincent Cassel. Ok, oui, la séquence du rêve, on peut dire. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est le seul moment qui m'a un peu intéressé. Le reste, il y a quand même des propos intéressants vis-à-vis du corps de la femme et de la mort. Mais c'est tellement, je trouve, mou en termes de mise en scène que ça m'intéresse pas du tout. Je te comprends. C'est aussi très embourbé par un discours sur la conspiration, mais je comprends pas ce que ça fout là en fait. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'en fait, c'est vraiment un film que je trouve qui est très intéressant, surtout rattaché à la filmographie de Cronenberg, sur l'exploration de son rapport au corps, et encore plus là, du coup, avec la mort. Donc, voilà, comme tu dis, le corps de Diane Kruger, à travers celui de sa femme morte, celui de sa sœur jumelle, celui de son avatar, lui qui va s'informer d'un linceul. Il y a tout ça que je trouve vraiment hyper intéressant. Mais il te le met dans justement ce truc de complot qui vient te créer une distance, qui vient parasiter le film et qui se répète, qui bégaye. Et je me dis, c'est tellement dommage. Il y a vraiment un grand film qui s'y cache, mais qui vient complètement parasiter avec ça. Et du coup, pareil, vraiment, c'est Ouais, c'est petite ça. déception. Et c'est en plus, surtout que le pire, c'est qu'il y a un climax sur l'arc narratif de la conspiration. Il y a un climax avec le perso un certain perso. Oui. J'ai failli. Et du coup, toute la salle, j'ai rarement vu ça. On était tous d'accord, on a eu la même réaction. Cette espèce de ras-le-bol dans le film où on était tous d'accord pour dire oh là là. Il n'y a pas même un petit rire. Nous, ça rigolait vraiment. Ah, quand il y a eu des la petits révélation. Il y a eu des petits rires, mais c'était plus des trucs en mode oh, c'est vraiment, on n'en pouvait plus. Et du coup, mon flop, tu parlais des séances de minuit. C'est une séance de minuit que j'attendais pas mal en plus. C'est The Surfer avec Nicolas Cage. Et en fait, franchement,
c'est peut-être un petit peu de ma faute qui m'attendait la manière, mais aussi la manière dont c'était vendu. The Surfer, en fait, ça te raconte l'histoire d'un mec de Nicolas Cage avec son fils. Ils veulent aller sur une plage, sauf qu'ils se font attaquer par, je sais pas, les rednecks du coin, enfin, vraiment des gros masculins qui disent, bah non, c'est notre plage. Et en fait, tu te dis, bah, il va se venger, il va les frapper, un petit peu à la John Wick ou je sais pas quoi. Et en fait, non, l'histoire, c'est juste, il va te raconter comment Nicolas Cage va devenir SDF. C'est vraiment ça, le truc. Et je trouve que c'est lourdingue, c'est pas drôle. Nicolas Cage nous fait des grimaces, mais ça va jamais au-delà. Et je trouve que le film ne s'envole jamais. Et pour une séance de minuit, pour en avoir fait quelques-unes, c'était plat. C'est vraiment... Il y a un moment où Nicolas Cage vient frapper un mec, etc. Ça dure 2 minutes. Le film désamorce ça directement. Ce qui fait que vraiment toute la promesse du truc ultra fun, ultra vraiment poussé, etc. Rien n'est tenu. Je trouve que c'est d'un ennui pas possible. Et c'est vraiment une grosse déception parce que pareil, je me suis dit, vas-y, séance de minuit, ça va être drôle, ça va pas être prise de tête ou je sais pas quoi. Bon, effectivement, c'est pas prise de tête puisqu'il y a rien. Je trouve que vraiment le film est creux. Et voilà, je suis très déçu par rapport à ce film. Je sais même pas s'il va y avoir un distributeur français là pour le coup. Si, The Jokers, c'est déjà prévu. C'est The Jokers qui sont derrière. Bah, c'est eux qui avaient fait Vivarium aussi. Oui, mais du même réalisateur du coup. Même réalisateur, et le précédent était sorti directement en vidéo sur une plateforme, je sais plus. Mais c'est vrai, t'as raison. Et ouais, moi j'avais très envie de le voir. Je l'ai pas vu du coup, mais j'avais très envie. J'ai un peu moins envie maintenant. Écoutez, mais... Après, j'ai pas vu Vivarium, mais on m'a dit, comme Vivarium, il y a un postulat super initial, mais qu'il en fait rien par derrière. Enfin, je sais pas si t'as vu. Moi, j'aimais beaucoup Vivarium, vraiment, mais même dans l'équipe, on était partagés. Il y avait des gens qui aimaient pas du tout, donc. Voilà. Après, il faut dire que The Surfer, pareil, là, perso, c'est mon flop, mais voilà, il y a des gens qui disent c'est une super série B sur comment tu deviens aliéné, enfin l'aliénation, comment tu peux pousser ce truc. Après, j'étais pas venu voir ça, donc comme je vous dis, c'était peut-être la manière à quoi je m'attendais, la manière dont c'était vendu. Enfin. J'avais entendu une sorte de John Wick à la plage. Bon, c'est clairement pas ça. On est absolument pas ça. Ouais, clairement pas. Voilà. Tu l'as vu du coup aussi, The Surfer ? Ouais, clairement. Je l'ai vu, ouais. Et en fait, moi j'ai apprécié, mais avec un ami, on se posait la question. On ne sait pas si on a apprécié le film pour ce qu'il est, ou si on l'a apprécié juste parce qu'on était dans un état second de fatigue assez impressionnant. Parce qu'il y a quand même des scènes. Tu sens que sur un certain état, ça peut mieux fonctionner. Les séquences avec le fisheye par exemple. Ah oui, quand il est... Enfin, oui, non, il y a 2-3 trucs, mais je trouve que vraiment, ça vient que juste ponctuer le film au lieu d'en faire ça, c'est vraiment... Mais ouais, globalement, c'est plutôt apprécié. C'est assez spécial quand même dans sa proposition, mais pas trop mal. Bah, écoutez, quand le film sortira, s'il a un distribué, il aura une date qui sortira bientôt, je pense. Et puis voilà, vous verrez ça à la chaleur de l'été, vu que ça se passe là-bas. Bon, allez, on a fini de parler des mauvais films, on va parler des bons films. Et on va commencer par une catégorie qui me tient à cœur. C'est celle de la caméra d'or. Voilà, donc cette année... Oh mince, j'ai vu plus, je crois que c'est Non, c'est Armand, pardon. C'est Armand qui était passé à un certain regard de souvenir. Je ne l'ai pas vu. Mais voilà, la caméra d'or, juste pour préciser, c'est le premier film, enfin le premier long métrage d'un réalisateur, d'une réalisatrice qui est primé. Et du coup, votre caméra d'or, vous, parmi les premiers films qui ont été proposés, est-ce qu'il y a un film qui se démarque et vous dites « Ah ouais, pas mal ». En rappelant que l'année dernière, c'était L'Arbre au papillon d'or et que c'était vraiment un super film dont vous aviez d'ailleurs la chance d'avoir réussi à avoir eu le réalisateur qui était venu en septembre de l'année dernière. Oui, c'était une super rencontre d'ailleurs. Ouais. Comme je disais, j'ai pas fait mes devoirs et j'ai un doute si Black Dog c'est un premier film. Ouais, attends, il me semble bien. Laisse-moi vérifier, mais donc Black Dog qui a eu le prix Un certain regard, le Grand Prix Un certain regard. Enfin, Un certain regard, on sait jamais comment s'appellent les prix, il y en a tellement. Mais moi, ça aurait été une magnifique caméra d'or pour moi. Je trouve le film. Enfin, j'ai trouvé que c'est une de mes pépites de Cannes, vraiment. Mais après, pour meubler, comme j'ai vu Armand, c'est un film qui est pas mal, Armand, pour le coup, qui a gagné la caméra d'or. Qui a quelques scènes assez incroyables. Il y a une scène de fou rire qui est très réussie avec l'actrice de Julie en 12 chapitres. Non, c'est pas un premier film. Il ne s'agit pas d'un premier film. Bah mince, alors attends, je vais potasser, je vais laisser Haïlé parler. Ok, attends, vas-y Haïlé, je te laisse... Du coup, moi pour le coup, j'ai hésité entre 2 films parce qu'il y en a eu 2 qui sont révélés être des premiers longs métrages du coup. Et j'ai préféré du coup au final plutôt de choisir pour Le procès du chien
Ah oui, de Laetitia Deutsch. Ouais, sa première réalisation et qui vraiment, je m'attendais. Je savais pas si ça allait être un film qui allait se reposer sur son high concept de on va faire un procès à un chien comme à un humain, ou si ça allait être une comédie un peu dans le style comme Les Chèvres du coup, qui avait eu cette année aussi. Oui, effectivement. Et en fait, non, pas du tout. Ça m'a très surpris. C'est que c'est un film en fait qui d'abord va montrer le problème qui est tout ce qui est vis-à-vis des animaux, la maltraitance animale ou autre. Mais au-delà de ça, ça va montrer comment on juge les personnes, les êtres vivants. Ce problème qu'on a à juger des personnes en tant que telles et des animaux comme des limites des objets, des choses. Et ensuite, ça va pousser au-delà du propos animal, ça va même aller jusqu'à attaquer tout ce qui est des problèmes actuels, très actuels, comme la misogynie, le patriarcat, la maltraitance même humaine, la justice aussi, tout simplement. Ça mène une vraie réflexion sur notre société qui est, je trouve, vraiment intéressante dans ce film, pour le coup. Surtout avec... je laisserai ça aux gens de juger par eux-mêmes quand ils le verront, mais surtout le dernier monologue à la fin, pour la dernière plaidoirie, franchement, c'est un des moments les plus intéressants du film, je trouve. C'était vraiment très, très intéressant, ouais. Ouais, je l'ai loupé parce que je sais plus, il y avait peut-être un film en parallèle ou autre. Jérémy, je sais pas si tu as eu l'occasion de le Je l'ai loupé aussi, c'était le premier film que je devais voir en arrivant pendant les rencontres AFCAE qui commencent avant Cannes. Et mon train a eu du retard et je l'ai raté. SNCF, si vous nous entendez, voilà, vous avez un film que vous devez à Jérémy. Du coup, tu as trouvé ton film ou pas, Jérémy? Oui, c'est bon. Oh, merveilleux. Alors du coup, il y avait beaucoup de premiers films pas mal. C'est pas simple de choisir. Il y en a 2 que j'aime beaucoup, mais je vais choisir... et d'ailleurs... vous allez croire que je fais de la pub pour mon cinéma, mais on le passe cette semaine. Il y a une séance samedi, une séance mercredi prochain. Un film qui était à la quinzaine et qui s'appelle Good One, qui est un film américain vraiment qui tient à rien. Je ne sais pas quel budget il doit y avoir, mais ça doit être minime, parce qu'en gros, c'est une fille qui part avec son père et un copain de son père en randonnée. Et on va les suivre dans une balade, dans un paysage assez bucolique et assez joli. Et il va y avoir un peu leur rapport entre eux, les rapports intergénérationnels, pas mal de discussions au coin du feu, mais petit à petit va s'installer quelque chose qui est très intéressant, et le personnage de la jeune fille, dont l'actrice est vraiment super, voilà, sur sa réaction par rapport à ça. Enfin, c'est un film vraiment très délicat qui tient à rien, qui est très ténu, mais qui est très réussi, je trouve. Et pour l'actrice, c'est son premier film. Elle est super. Elle est vraiment... Lily Collins. Eh ben, écoute, je n'ai absolument pas entendu parler de ce film. Tu es vraiment le premier dont j'en entends parler. Donc, je suis très curieux. Je me le suis mis en watchlist. Et pourquoi pas, si j'aurais le temps. Vous le passez quand, du coup ? On le passe samedi à 16h10. Ça, je l'ai retenu. Et après, on le passe en soirée, je pense, mercredi prochain, genre 21h45. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Du coup, si vous êtes sur Toulouse et que vous êtes en train d'écouter l'épisode là, le jour de sa sortie, vous avez 2 jours devant vous pour aller le voir, donc n'hésitez pas. Pour ma part, c'est le film qui a gagné le Grand Prix, je crois, de la Semaine de la Critique. C'est Simone de la Montagna. Alors, je n'ai plus. Alors, attends, faut que je te retrouve ça. Parce qu'en fait, cette année, j'ai pas été sérieux, j'ai vu très peu de premiers films. Les 2 premiers films que j'ai vus, c'était lui et Diamant Brut. Sauf que le truc, c'est que Diamant Brut, j'ai vraiment pas aimé. Donc, je me rabats sur Simone de la Montagna de Federico Luis Tacchella. Et en fait, ça te raconte l'histoire de quelqu'un qui va se lier d'amitié avec un groupe de personnes en situation de handicap. Et c'est une sorte de coming of age. Et à travers, du coup, cette amitié, il va essayer lui aussi de se faire passer pour une personne en situation de handicap pour se faire accepter un petit peu auprès d'eux. Et je trouve que la vraie grande qualité du film, c'est que ce groupe de personnes, comme je vous ai dit, en situation de handicap, ne sont absolument pas définis par leur handicap. Ils sont définis par rapport à leur envie, par rapport à leur passion, par rapport aux jeux qu'ils aiment faire, etc. Mais pas du tout par rapport à ça. Et donc, il y a un regard très doux qui est porté sur, à la fois sur ce groupe de personnages, la manière aussi, on est vraiment très proche toujours des personnages, un petit peu limite caméra épaule, et puis même Simone, du coup le personnage principal, on va le suivre parce que ça va permettre de définir une magnifique histoire d'amour. Vraiment, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai
pu voir, je pense, ces derniers temps, car elle est faite tout en finesse avec, je sais pas encore, ouais, beaucoup de bienveillance dans la manière dont ça menait, beaucoup de délicatesse. T'y crois vraiment, il y a quelque chose de très humain, très sincère qui se fait, qui a lieu devant tes yeux. C'est très doux, très délicat, et en même temps ça te permet de construire sa relation avec sa mère qui est un petit peu conflictuelle. Ce que je trouve que le film aussi c'est qu'il arrive vraiment toujours à bien construire ses personnages. C'est que par exemple le gars qui va un petit peu embourber Simone dans du coup c'est pas vraiment une arnaque, mais de le faire passer pour une personne en situation de handicap alors qu'il a aucun handicap, bah, c'est un petit con. Vraiment, c'est quelqu'un qui fait plein de conneries, qui joue avec le système, etc. Mais le film arrive toujours à te le nuancer, à te le rendre attachant malgré toutes les conneries. Enfin, je trouve que le film joue sur un certain équilibre qui est vachement bien. Moi, le seul problème, c'est que par ce fait de vraiment laisser cette ambiance s'installer, je trouve que le film, parfois, est un peu lent. Et du coup, voilà, il y a des petits moments où tu te dis, bon, peut-être tu pourrais aller un peu plus vite. Mais en même temps, c'est ce rythme-là qui permet de créer cette ambiance et qui te permet de créer cette petite bulle. Donc voilà. Puis en plus, vu que le film a eu un prix à la semaine, il y a de fortes chances, je pense, que le film puisse atteindre... Il a été acheté en tout cas à Cannes. Je crois que c'est Arizona Film qui va sortir ça. Ok, bon, du coup, ça veut à dire... vérifier, mais oui, il a été acheté en tout cas. Bon, bah voilà, donc c'est un film qui aura grave enfin qui du coup va avoir une sortie salle. À voir du coup si ça va se faire cette année ou l'année prochaine, hein, on en parlera pour un autre film. Mais voilà, Simone de la Montagna, voilà, c'est pas le film dont on a le plus parlé, mais cette année, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un film qui s'est tant démarqué des premiers films. Là où l'année dernière, par exemple, le How to Have Sex, ça avait été, mais alors, un truc de fou, vraiment. Et même, j'étais persuadé que c'était How to Have Sex qui allait avoir le prix. How to Have Sex, que vous avez d'ailleurs passé, du coup... Oui, moi j'adore le film. Il avait eu le prix Un certain regard. C'est ça, oui, voilà. En plus, le film avait... Et avec une vidéo, si vous n'avez pas vu, où elle était repartie, la réalisatrice, et quand elle a pris ça, elle est revenue, son taxi était à la bourre, donc elle est arrivée en short et en courant. Voilà. J'étais dans la salle. Ouais, non, mais moi je l'ai vu qu'en vidéo, mais la vidéo est géniale avec, comment il s'appelle ce président du jury John C. Reilly. John C. Reilly qui a joué le jeu. Enfin, voilà. Bah oui, il se mettait à chanter, puis qu'il était obligé de meubler. Il était obligé de chanter et voilà, et petit exclu, ils étaient super potes avec Davichou. Genre vraiment, ils ont passé tout. À chaque fois que j'étais à une séance, ils étaient tout le temps ensemble. Davichou arrêtait pas de le filmer, donc qui sait, peut-être que John C. Reilly d'un film de Davichou. Ça serait pas mal. Ça serait fou. Ça serait fou. Davichou qui avait sorti l'année dernière le superbe et trop sous-estimé Retour à Séoul. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Oui, je l'ai vu. Nous, on l'avait passé. Ça avait été un succès plutôt surprise. Il n'était pas passé si inaperçu que ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus voir ce film. Ouais, ça avait été une bonne surprise. Alors, succès relatif, mais quand même. Ouais, bah voilà, pas du tout. Ça me dit quelque chose de non, mais j'ai pas du tout vu. Non. Et l'actrice principale, je suis trop dégoûté. Elle avait tellement sa place dans les meilleurs espoirs féminins parce qu'elle porte le film vraiment. Alors, j'ai plus son nom et je vais pas me le tenter, mais vraiment excellent. Allez, maintenant qu'on a fini avec du coup Caméra d'or, nous allons attaquer sur le top 4. Comme ça fait comme prix du jury, tout ça. Alors, on va commencer par top 4 très rapidement. On va pas rentrer dans les détails, c'est juste voilà, rapidement en 2-3 lignes. Pourquoi vous aimez bien ce film? Donc voilà, on va dire c'est le prix spécial David Desastreux qui est attribué à... Qui veut commencer? Un seul film là du coup? Là c'est top 4 et après oui, top 3, top 2, top 1. Du coup, donc là, ça serait mon film numéro 4. Ton film numéro 4, okay, on va dire. Donc je suis sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'est dur, mais... Écoute, parce qu'il a eu la palme, je vais le mettre en numéro 4. Moi, j'ai beaucoup aimé Anora. Vraiment, j'ai passé une super séance, une de mes rares séances avec l'équipe du film. Eh ben, on était dans la même séance alors. Bah ouais, sans doute. Et toi aussi, ouais. Et voilà, regardez, on se retrouve ici. Non, d'abord j'aime bien ce que fait Sean Baker depuis le début. On a passé tous ses films et moi j'aime beaucoup. Enfin, Tangerine, c'était une énorme claque. Et je trouve que là, tenir ce qui tient pendant 2h20, déjà c'est chapeau. Comme toujours, partir d'une réalité qui est raide, voire sordide par moments et en faire un truc fun, je trouve ça assez fort. Il y a vraiment des scènes que je trouve incroyables, de drôlerie et d'hystérie. Ah oui, c'est super drôle par contre. Et je trouve qu'en plus, là pour le coup, et je me souvenais pas trop avoir vu ça dans son cinéma,
il finit par calmer le rythme un peu dans le dernier quart du film, et pour en arriver à une fin que je trouve pour le coup vraiment bouleversante. Vraiment bouleversante. Donc ouais, top 4. Je pense qu'il faudrait que je le revoie parce que je passe un très bon moment devant un aura, mais j'arrive pas à être aussi dithyrambique que certains. Après, je me serais pas forcément attendu à une palme. Ouais, Mais, pareil, voilà. vraiment. Mais ceci dit, alors, pardon, je déborde, mais j'aurais dû y penser tout à l'heure. Si j'avais dû faire un flop plutôt que de mettre un film, Ah, ça aurait été le prix spécial du jury à Rassoulov. Je trouve que je comprends. qu'il soit au palmarès, tout ça super, mais de mettre ce prix spécial du jury, ça fait un truc. Écoute, mec, vu ce qui t'arrive et t'es arrivé là, on te file un prix. Et ça, voilà, pour moi, c'est le gros flop de Cannes. Si vous- Il lui aurait pas mis la palme, mais un prix du jury, un grand prix. Mais là, ce prix créé pour lui, ça veut dire, en gros, ton film mérite pas forcément de prix, mais parce que les circonstances sont telles qu'elles sont, on te donne un prix. Et ça m'ennuie beaucoup. Si vous aimez les insights, je peux vous dire que ça a gueulé, hein, franchement. Enfin, gueulé. Ça fait des en séance presse, vraiment comme on dit, la presse était vraiment unanime et dithyrambique. Alors vraiment, ça a un petit peu gueulé autour de. Et après, on n'est jamais d'accord avec le palmarès. Il mais n'y non. aurait pas été, il aurait eu un autre prix. Mais le prix spécial, je trouve qu'il y a ça donne un signe qui me plaît un pas peu du à tout. part, Voilà, voilà. Bon. Mais du coup, Anora en top 4. Du coup, est-ce que pareil ou un autre J'hésitais entre deux films. Ouais. Et il y a Nora dedans, aussi en top 4 du coup. Oh. Et c'était soit Nora, soit Emilia Pérez du coup. Ah oui, de Jacques Audiard, qui sort très prochainement, le mi-août, un truc dans le genre. Le 21. Le 21 août, voilà. Et alors Et ben les deux m'ont beaucoup plu, surtout que Jacques Audiard, de ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'il se lance vraiment dans une comédie musicale. Alors le truc c'est que je connais pas le cinéma d'Audiard. Ah oui, c'est sûr, c'est la première fois. Mais oui, enfin en tout cas, Et, ça en a l'air sur certains aspects. Vraiment. C'était vraiment très réussi, je trouvais, déjà sur le plan comédie musicale, même s'il y a quelques inégalités sur certaines musiques, mais je trouve que c'était vraiment très intéressant du coup ce personnage de chef de cartel mexicain du coup qui n'est juste pas heureux dans sa vie et se rend compte qu'il veut juste changer de corps pour enfin être heureux et accéder à la vie qu'il souhaite. Même d'ailleurs, je trouve que le prix d'interprétation pour... alors, j'ai plus le nom de l'actrice du coup. Carla Sofia Gascon. Ah, voilà, c'est ça. Elle, son prix est mérité beaucoup. Elle et Zoé Saldana. Avec justement en fait le prix n'est pas remis que à cette actrice, c'est remis à l'ensemble du casting féminin. Donc du coup Zoé Saldana, Selena Gomez et une quatrième que j'oublie à chaque fois. L'actrice qui joue le perso de Celle Ephilia. qu'elle rencontre là, ouais. Voilà. Ouais. C'est ça où je la sais rencontre, plus, mais je sais plus son nom non plus. Je trouve qu'en plus les meilleures parties musicales du film sont littéralement très bien portées même par Zoé Saldana qui a fait des prestations dedans qui est incroyable je trouve. Et non, c'est un très très bon, très beau film musical qui a une petite tombe dans un léger cliché à la toute fin, je trouve, de ce type d'histoire où il y a des cartels en général, mais ça va. Franchement, ça m'a pas gâché le film du tout. je comprends. Moi, là où ce que le film a pu me déranger, c'est vraiment sur ses débuts, sur la manière dont il va traiter de la question de la transidentité, et même quand il aborde un petit peu la comédie musicale. C'est vrai que c'est un film qui m'a, au tout début, vraiment mis en dehors. Et au fur et à mesure que le film avançait, je me suis dit, non, finalement, c'est un film sur lequel je prends vraiment un certain plaisir à le découvrir. Donc voilà, Emilia Pérez, qui a d'ailleurs eu non seulement qui a eu 2 palmes, celui de l'interprétation féminine et celui du coup du prix du jury. Ce qui était vraiment, de toute façon, c'est un film qui avait bien plu, un petit peu divisé, mais assez léger. Vraiment, dans l'ensemble, c'est un film qui avait bien plu. Voilà, surtout que je reviens très rapidement sur les anecdotes du coup. Mais dans la rue, à un moment donné, on demandait des places pour un film, parce que c'était littéralement pour Bird non plus, je crois, que j'ai pas eu la chance de voir malheureusement. On demande à plusieurs personnes qui passent et on demande à un gars vite fait s'il a une place au hasard par chance. Malheureusement non, et il part et en fait on s'est rendu compte que ce gars-là en fait c'était tout simplement Jacques Audiard du coup. Et il était avec son chapeau ou pas? Oui, c'est ça, il a tout le temps son chapeau.
Oui, bah, c'est marrant en séance presse. D'abord, il se ramène sans son chapeau et après, hop, il le met, ses petites lunettes. C'est bon, on a Jacques Audiard en face de nous. C'est bon, là, il a le cosplay entier, c'est bon. Ah bah, c'est dû l'amuser qu'on l'arrête, mais pas du tout pour dire, excuse-moi, c'est Jacques Audiard, mais pour lui dire des places, ça devait être marrant. Ça, pour coup, il ne devait pas s'y attendre. Non. Pour ma part, alors j'ai comme vous deux top 4. Alors il y en a un, je le placerai juste rapidement, c'est Flo. Là, le film avec le petit chat, c'est absolument adorable. De toute façon, Jérémy, je sais que tu l'as beaucoup aimé et qu'il passera un jour au Cosmo. Donc... Ouais, il risque d'être un peu plus loin dans mon top aussi. Oh là 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 là, donc je le garde de côté. Mais sinon, c'est un film, c'est le film d'ouverture d'un certain regard que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Moi, je m'en rendais pas compte qu'il m'avait autant marqué. C'est When the Light Breaks de Runar Runarson. En fait, ça raconte l'histoire d'un deuil avec un homme meurt. Et en fait, on va suivre le deuil du point de vue de son amante, de sa maîtresse, mais pas de sa copine officielle. Et ensuite, la copine officielle arrive. Et en fait, le film va te poser la question de comment t'arrives, quelle est ta place quand tu dois faire ton deuil, mais que tu n'es pas officiellement la copine d'eux, alors que pourtant, tu as vraiment cette relation avec lui, que tu te sens proche, vous formez un couple, mais pas un couple officiel parce qu'il a déjà sa copine. Et je sais pas, je trouve que vraiment, dans sa manière de traiter le deuil, dans la manière d'apporter ces relations entre personnages qui n'est jamais dans le pathos, le film arrive toujours à avoir une certaine légèreté, puis même avec des petites touches d'humour qui l'amènent par-ci par-là. Et puis même au niveau de sa mise en scène, il y a 2-3 scènes que je trouve assez fabuleuses. Il y a la scène de danse, elle est incroyable. Quoi ? La scène de danse, elle est incroyable. La scène de danse dans la baraque, là, ouais, mais alors tu vois, les 2 scènes qui marquent le plus, c'est la scène du tunnel, que je trouve hypnotisante, et en plus qui a un écho plus tard que je trouve hyper bien pensé sur la mer. Bon, j'en dis pas plus, et je me dis putain, c'est tellement bien pensé, ça fait un écho. Et puis la scène où est-ce que ils apprennent à voler en regardant l'église. C'est très beau, ça. Ouais. C'est tout con, c'est un effet de mise en scène, mais qui est bête comme tout et qui fonctionne. Et puis aussi, pour moi, ce qui fait que vraiment le film m'a vraiment marqué, c'est que je trouve que il arrive à un point pivot et il a une conclusion que je trouve hyper pertinente et vraiment logique, et le film n'aurait pas pu mieux finir. Genre vraiment, il a une fin que je trouve parfaite par rapport à son postulat et par rapport aux questions et thématiques qu'il aborde, que je trouve hyper intelligente. Donc voilà, le film est très court, je crois, il fait 1h30, 1h40, pas plus. Enfin, même moins d'1h30. 1h25, je crois. Ouais. 1h25, ouais. Donc voilà, le film a déjà une date de sortie, c'est vraiment fin d'année, je crois que c'est 18 décembre, etc. Enfin, vraiment, ils te le mettent en décembre. Donc je vous en reparlerai, je pense, d'ici là. Mais voilà, excellente surprise, très content de l'avoir vu, très touché. Donc voilà, When the Light Breaks, qui était d'ailleurs dans les films qui étaient repassés au Pathé. Il y a certains Pathés qui le passaient, dont celui-ci. Et voilà, j'ai pas eu de retour par rapport à ça, mais voilà, vraiment. Puis bon, tout ce qui touche au deuil, il y a toujours un moment où ça me plaît, mais alors là, je trouve que le film l'aborde d'une manière auquel j'avais jamais pensé, que je trouve belle et pertinente. Allez, on va attaquer du coup ce qu'on va considérer comme notre prix du jury, donc notre top 3. Je commence par Jérémy, et du coup... alors comme je réfléchis en même temps, j'espère surtout que je vais pas en oublier un, mais du coup, en 3, je vais mettre Flo, justement. Voilà. J'en profite que j'ai la parole pour rebondir sur vos 2 choix précédents, parce que Emilia Pérez, moi je trouve que c'est un film qui est hyper réussi, hyper audacieux. De la part d'Audiard, on ne l'attendait pas là, et je trouve que le film est vraiment super. Et il est en plus arrivé à un moment où on se faisait quand même un peu chier pendant la compète, là. On venait d'enchaîner 2-3 déceptions. Mais c'était la fin de la première semaine. Ça a remis un peu la patate, et voilà. Et j'ai vu aussi le film d'ouverture d'un certain regard, When the Light Breaks, que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, il m'a un peu laissé à côté. Il m'a pas trop transmis d'émotions. Je trouve que c'est un peu son défaut, et du coup, je suis un peu resté à côté. Mais après, je trouve qu'il est très surprenant dans sa manière d'évoluer. Voilà. Bon, bref. Donc, Flo, le film d'un réalisateur letton, dont je ne me risquerai pas à dire son nom, qui avait déjà réalisé un premier film qu'il avait réalisé tout seul, qui s'appelait Away, ailleurs. Qui était déjà vachement bien. Et là, d'ailleurs, quand il a présenté son film, il a dit j'avais réalisé un premier film tout seul sur un personnage qui était tout seul. Et là, j'ai réalisé un film en équipe sur un personnage qui va devoir s'allier avec d'autres personnes. Je trouve que c'est assez juste, ça va assez avec le film. Donc, c'est un graphisme assez particulier qui était
très graphisme ordinateur, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais cinématique jeu vidéo limite. Ouais, voilà, vraiment. Si tu veux, bon après voilà, c'est pour les petits geekos. Ça a été fait sur Blender. Blender, c'est un petit truc de logiciel de 3D, généralement fait pour de la modélisation d'objets en 3D ou je sais pas quoi. C'est pas trop fait pour l'animation. Ça avait été fait juste pour J'ai perdu mon corps. Voilà, juste pour la petite info. Voilà. Ouais, ça fait pas du tout le même effet que J'ai perdu mon corps que d'ailleurs, mais il y a quelque chose, même quand on voit les premières images, on se dit, mais on pourrait presque trouver ça moche. Enfin, en tout cas, c'est pas un graphisme qu'on a l'habitude de voir. Il en fait quand même quelque chose de très beau parce qu'il y a des plans dans la forêt et tout ça qui sont incroyables. Il se rapproche aussi du jeu vidéo, et c'était le cas dans son film précédent, avec cette idée toujours de course en avant. Away, c'était ça, et là aussi, c'est ça. En gros, on suit un chat qui est dans la forêt, et on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a une énorme vague qui remplit la forêt, et donc il part, quoi. Il cherche à se mettre au sec, et il avance, et le film avance du début à la fin. Évidemment, en cours de route... il va rencontrer d'autres animaux qui sont dans le même cas que lui. Mais voilà, graphiquement, c'est, je trouve, exceptionnel. Et en plus, on se laisse embarquer là-dedans. Et avec ce petit plus que n'avait pas son précédent, où je pense que même ça peut fonctionner pour un jeune public. Oui. Pas trop tôt, mais à partir, je sais pas, d'une dizaine d'années, peut-être un peu avant, ça peut le faire. Et c'est un film qui est sans aucune parole aussi. Ouais, ça, et pour autant... on comprend tout, on suit tout, enfin la question ne se pose même pas. Il y a un côté tour de force, film d'aventure presque à l'ancienne. Je sais pas, moi j'étais totalement embarqué, je trouve ça magnifique. Je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. Et puis c'est adorable. C'est vraiment adorable, et en plus, si vous aimez les chats, vraiment. J'adore comment il va suivre son postulat à fond sur. Ce sont des animaux, et ils vont vraiment avoir des comportements d'animaux. C'est pas un chat, genre, par exemple, récemment j'ai vu Oliver et compagnie. Où là, la manière dont Disney va dessiner le chat, il y a un truc un petit peu goofy ou je sais pas quoi, très cartoon. Là, c'est vraiment un chat, comment un vrai chat pourrait réagir, tant en termes d'animation qu'en termes de mécanique, si je puis dire. Et ouais, c'est une vraie force. Et puis voilà, tu dis aucun dialogue et on arrive à comprendre. Il y a des relations qui se créent entre les animaux et tu arrives à comprendre un petit peu les pouvoirs de force, etc., les trucs de domination. C'est vraiment trop bien. Vraiment. Et puis c'est vrai ce que tu dis, même dans leur comportement, ils sont assez peu humanisés. Oui. Voilà. Après, de temps en temps... Le lémurien, par exemple. Voilà, non, mais il y a quelques petits trucs où, ça tend un peu vers l'humanisation, mais ce qui nous aide à comprendre certaines réactions. Mais sinon c'est pas le cas. Donc ça fait beaucoup de tours de force. Ouais, écoute, voilà, c'est dire que le film est bon. Tu as eu l'occasion de le voir ou pas ? Pareil, ouais, j'ai eu la chance de le voir au théâtre de la Licorne, du coup. Okay. Et non, c'était vraiment mignon. Ça m'a un peu moins porté sur l'animation, du coup, mais ça a quand même touché. C'était assez touchant comme film, très sympa à suivre. De toute façon, je pense que Julie vous en reparlera, puisque il passe à Annecy la semaine prochaine. Et je ne le vois pas partir sans prix. Autant à Cannes, bon voilà, mais autant à Annecy, je ne vois pas partir comme ça sans rien. Bref, toi, ton prix du jury, du coup. Eh ben moi, c'est les graines du figuier sauvage, du coup. Allez, toi, tu peux dire que tu l'as vu. Ouais, je peux dire que je l'ai vu, et ça... C'est clair qu'en fait, je m'attendais... j'ai plus entendu l'histoire autour du réalisateur que du film en lui-même, donc du coup, je m'attendais à pas grand-chose. Et quand je l'ai vu, c'est très poignant, très dur à regarder même parfois, parce que ça montre une réalité qu'on voit souvent sur les réseaux ou autres, et c'est comme ça d'ailleurs que ça l'aborde dans le film. Il y a une espèce de choc entre les deux générations, où on a 4 personnages principaux, donc les parents et les 2 enfants, qui eux sont en contradiction vis-à-vis des parents, vis-à-vis du régime, de tout ce qu'ils font en Iran. Et c'est très intéressant à suivre les 2 points de vue, en sachant que le père, lui, en revanche, travaille pour le gouvernement directement. Donc il y a une espèce de choc des cultures très intéressant à suivre, très même terrifiant par moments, parce qu'on voit la dure réalité de ce qui arrive aux gens qui osent manifester face à un gouvernement oppresseur. Et c'est très dur, mais très, très beau à regarder malgré tout, parce que ça montre une génération qui veut se soulever face à tout ce gouvernement qui ne veut juste pas de cette jeunesse qui est juste horrible, quoi. On peut pas rebondir par rapport à ça, mais comme on te dit, ça fait vraiment partie de ces films qui,
qu'on a très très hâte de découvrir. Donc voilà, donc toi tu l'as découvert en présence d'équipes du film. Du Ouais, coup. c'est ça. Ouais, Rasulov qui était monté d'ailleurs avec 2 photos de... 2 photos des personnes qui jouaient les parents qui n'ont pas pu venir. Ouais. Voilà, qui sont encore en Iran, eux, enfermés, je crois. Alors, enfermés, je sais pas. Je sais juste ils sont encore là-bas, par contre. Ils sont encore en Iran, mais je sais pas s'ils sont encore emprisonnés. Je sais pas du tout. Ouais, mais bon, forcément, quand tu as un film qui est aussi critique envers le gouvernement et un gouvernement aussi oppressif, forcément. Mais ouais, très 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 hâte de découvrir. Bah écoute, vas-y, là on a une belle transition sur un autre gouvernement oppressif, puisque le troisième film dont je vais vous parler, c'est un film qui est actuellement en salle. Mais du coup, désolé Jérémy, c'est l'ABC qui le passe, c'est pas vous. C'est Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Je pense que aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie autant ce film, c'est que j'ai le bonheur, vraiment, parce que c'est un bonheur, hein, il n'y a pas d'autre mot, d'avoir découvert L'Image manquante. Donc un de ses précédents documentaires sorti en 2013 qui me semble-t-il avait gagné le prix d'un certain regard et qui, bon je sais pas si ça se dit, est dispo sur YouTube. En tout cas c'est notre prof nous l'avait partagé comme ça et voilà, en fait il voulait raconter l'histoire du Cambodge à travers des petites figurines parce qu'il manquait une image, l'image manquante. Et du coup, là, il va continuer de parler de l'histoire du Cambodge. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est très récurrent dans sa filmographie. Sauf que là, ce que je trouve intéressant, c'est que son point de vue, déjà, c'est un film de fiction, mais qui inspire entièrement d'une histoire vraie, à tel point que, ce que je vous dis, c'est que le point de vue, c'est 3 journalistes français qui arrivent au Cambodge et qui doivent justement avoir rendez-vous avec Pol Pot et qui vont faire un petit peu un état des comptes de qu'est-ce qui se passe actuellement au Cambodge avec les Khmers rouges, quelle est la force politique, l'oppression, comment vit le peuple, face aux prisonniers politiques, etc., etc. Pour vous dire à quel point c'est une histoire vraie, c'est qu'il y avait carrément la journaliste, qui est du coup ici interprétée par Irene Jacob, qui était présente dans la salle, qui a eu une très longue standing ovation, parce que forcément, vu ce qu'elle a vécu, à travers ces 3 journalistes, il va confronter 3 regards très différents sur comment tu abordes un fait de société, notamment aussi grave, et interroger l'intégrité journalistique face à des faits sur comment tu vas aborder une dictature, sachant qu'à n'importe quel moment, si tu franchis un cap qui est trop loin, tu peux te faire abattre. Donc, mais à quel point tu peux être complaisant envers celui-ci. Il y a vraiment 2 dynamiques. Tu as un personnage qui est complètement contre le gouvernement de ce pays, et tu en as un qui est vraiment un énorme partisan de ce pays, qui est, comme il le dit, ami avec Pol Pot. Donc tu as vraiment ces 2 journalistes qui s'affrontent un petit peu au niveau de leur point de vue, de leur manière d'aborder le sujet. Et tu as cette journaliste-là qui se trouve entre les deux et qui doit faire un petit peu un choix. Le fait que ce soit Ritipan qui a toujours abordé la question de son pays, mais à travers son propre regard, à travers le regard d'un ancien Cambodgien, et là le fait d'affronter d'un point de vue extérieur, je trouve que ça amène une nouvelle dimension que je trouve hyper intéressante, d'autant plus que, et c'est là où le film me plaît énormément, il va réaborder un petit peu ce dispositif qu'il avait dans l'image manquante, en confrontant réellement ses acteurs face à des figurines, et quand la réalité est trop dure à aborder, hop, il passe par les figurines, que ce soit des mises à mort ou la situation des camps de prisonniers. Donc voilà, et puis même le film, je le trouve hyper malin sur comment une dictature se forme, comment il y a des jeux de pouvoir qui sont en jeu. Qu'est-ce que j'avais utilisé ? Non, ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et puis même, je trouve que, voilà, si on parle de point de vue technique, voilà, en termes de photographie, je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper bien cadré. Je crois que c'est du 4/3, c'est du 1,33. Là, si vous voyez le 1,33 du coup, ou 1,47. 1,66 plutôt. 1,66 1,66, ouais, 1,66, ouais, là. 1,66. C'est donc... un peu plus carré, je pense, le 1,33. Oui, t'as raison. Mais c'est pas le format qu'on voit le plus habituellement. Et voilà, et je trouve que le film arrive toujours à mener une réflexion un petit peu sur, voilà, qu'est-ce que c'est être journaliste, comment t'abordes certains sujets. Et bon, ça peut avoir une résonance un petit peu avec des conflits actuels et la manière dont c'est traité. Donc voilà, c'est actuellement en salle. C'est sorti le 5 juin, donc si vous écoutez le jour de sa sortie, ça fait 2 jours. Donc le film vient à peine de sortir. Donc voilà, s'il passe pas loin de chez vous, je vous encourage vraiment à le découvrir parce que c'est un des films qui m'a le plus marqué de ce festival et qui m'a vraiment, par certains aspects, pris aux tripes. Encore plus quand tu dis, la journaliste qui est avec nous a vécu un petit peu l'horreur qu'elle a pu voir là-bas, qui a été confrontée à des choses qui sont très dures et que le film nous cache
mais dont on arrive à deviner grâce à l'ambiance sonore. Enfin bref, c'est une vraie réussite, tant en termes de ce que ça raconte qu'en termes de comment c'est fait. On passe d'un cran, le grand prix du jury, du coup notre top 2. Jérémy, tu as un petit sourire. Quel est donc ce sourire-là? Non, il reste 2 films et il y en a 3 que je voudrais placer. Oh là 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 là, est-ce que tu veux faire un ex-aequo Je vais faire un top 2 ex-aequo, ouais. Mais... Oh là là, comme à la fois, vous avez fait des trucs ex-aequo, non? Vous n'avez pas? Non, ouais, c'est juste qu'au top 4, j'ai dit Flo, mais je savais que t'allais en et parler. ouais, voilà. Allez. Donc il y en a un dont je vais parler longuement et un dont je vais dire un petit mot, mais... Allez, fais-toi plaisir. Ouais, on est là pour se faire plaisir. Non, deuxième, je mettrais l'histoire de Suleiman, qui était à un certain regard, qui a gagné, je pense, le prix du jury et le prix d'interprétation amplement mérité pour quelqu'un dont c'était le premier rôle, me semble-t-il. Et donc, c'est un film de Boris Lochkin, qui avait déjà réalisé Hop, qui était bien, et Camille, sur la photoreporter Camille Lepage, qui était vachement bien, avec Nina Meurice. Je cite Nina Meurice parce qu'elle a juste une scène dans l'histoire de Suleiman, qui est la dernière scène. Et en 10 minutes, elle crève l'écran, elle transmet des trucs incroyables sur une scène qui est pourtant tout en retenue. Et le film est fort et je trouve en plus hyper important. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'un cinéaste français s'empare un peu de la question des réfugiés, des migrants et de comment ils vivent ici de manière honnête, j'ai envie de dire. On a eu beaucoup de films qui sont sortis là-dedans. Récemment, sur ce sujet-là, qui traitaient souvent le sujet d'une certaine manière, souvent sur la rencontre entre un personnage autochtone, enfin français, en précarité, qui rencontrait un migrant. Il y avait une sorte de comparaison de ces précarités que je trouvais toujours gênante. Là, c'est pas du tout le cas. On suit un gars, on sait pas ce qui lui arrivait avant, on sait pas ce qui va lui arriver après. Il est là. Il se démerde pour gagner un peu de sous. On apprend plein de choses sur son quotidien. Je veux dire, à quelle heure il faut appeler le 115 pour espérer avoir une chambre. Comment on fait pour pouvoir être livreur Uber et machin. Et on apprend qu'il y a des locations de comptes Uber, parce que quand on n'a pas de papier, on n'a pas le droit d'en avoir. Enfin voilà, on apprend tous ces détails-là, on le suit. C'est une sorte de course contre la montre permanente, parce qu'il n'a jamais le temps de rien. Il est en même temps en train d'attendre son rendez-vous pour avoir des papiers, et donc il prépare son discours. Et puis là aussi, il y a plein de gens qui lui disent « Non, mais c'est de ça qu'il faut que tu parles ». Évidemment, des gens qui se font payer pour avoir un discours tout formaté. Et on le suit en train de se démerder avec tout ça. On ne sait pas d'ailleurs quelle a été sa vie avant, et on ne le saura pas vraiment, si ce n'est dans une dernière scène où il y en a des bribes qui arrivent. Et voilà, on le suit, ça va à 200 à l'heure, et c'est juste passionnant et révoltant et bouleversant. Et voilà, c'est hyper fort. L'acteur principal est incroyable. Et voilà, on a vraiment l'impression d'être en vélo dans Paris la nuit. Voilà, c'est très très fort. Et du coup, je te confirme, bien prix du jury. Et du coup, meilleur acteur pour Abou Sangaré. Qui est de tous les plans et tout ça, qui est incroyable. C'est une question conne, mais est-ce qu'il y a un aspect un petit peu documentaire là, parce que la manière dont on parle, il y a vraiment quelque chose de très... C'est fictionnalisé, mais on a l'impression que c'est totalement vrai. Après, Lochkin fait souvent ça. Je crois pas qu'il vienne du documentaire, mais en tout cas... c'est sûr que c'est hyper documenté. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Mais voilà. Mais après, le film est quand même fictionnalisé. Il a ce côté haletant parce que la fiction permet de rythmer tout ça. Mais voilà, c'est un film que je trouve très très fort. Et comme j'avais dit que j'en disais 2, je dis juste un petit mot sur Black Dog, qui est un film chinois dont j'ai déjà dit un petit mot tout à l'heure, qui lui a eu le grand prix, Un certain regard. Et voilà, qui est un film, je trouve, assez incroyable, qui a vraiment été ma surprise de Cannes. Je suis allé là parce que l'horaire collait bien, j'en attendais trop rien, et c'est un film qui ne cesse d'être surprenant, qui a à la fois un côté très contemplatif, voire presque film noir, des moments de western, des moments qui arrivent là, on s'y attend pas, hyper drôle. C'est hyper étonnant. Et le pitch, vite fait, c'est on suit un gars... alors je pense qu'il sort de prison, il sort de prison et il débarque dans un bled où il reste plus grand monde, et le bled, comme il est à moitié abandonné, il a été envahi par les chiens errants, donc il y a des chiens partout. Il finit par sympathiser avec un chien noir, et voilà, on va le suivre dans sa manière de reprendre un peu sa vie. Le bled est abandonné, il y a un zoo abandonné en haut, enfin
tout est étonnant, le décor, la manière dont ça se passe. Enfin, voilà, moi, c'est un film que j'ai adoré. En plus, vu qu'il a pris un certain regard, il y a de fortes chances que lui aussi, il ait une sortie. Il a un distributeur, Memento, qu'il a daté en début d'année prochaine, je pense. Ok, d'accord, ouais. Donc, Et voilà, là, on est en discussion pour peut-être qu'il soit inclus dans la programmation du Fifi Gros. Ok, oui. Donc voilà. Ok. Mais il sortira. Super. Et bon, j'ai pas demandé pour l'histoire de Sulaiman, mais je veux dire, vu que le film est français, qu'il a eu 2 prix, c'est quasiment sûr. Distribué par Pyramide et ça sort, je crois, le 9 octobre. Voilà. Donc, et alors, juste, vous ne le voyez pas, Jérémy sort toutes les informations de sa tête. Non, mais c'est fou. Tu sors les. Non, alors que moi, j'ai besoin de mon ordi pour tout sortir. Toi, Hailey. Et ben moi, Ton j'ai Grand mis Prix. en deuxième, pour le coup, Furiosa. De George Miller, oui. Ouais, qui était en compétition lui pour le coup, mais Tu as dans le droit, c'est tous les films que tu as vus à Cannes. Donc, c'était clairement c'était une expérience assez incroyable. En fait, c'était très étonnant parce qu'au début, grâce aux bandes annonces, je le voyais un peu comme une suite spirituelle et aussi directe du coup de Fury Road, même si c'est considéré comme un préquel, mais je veux dire plus dans sa mise en scène, sa façon de se faire. Et en fait, non, dans sa narration, c'est beaucoup plus proche de 3001 à t'attendre, qui est compté comme... alors là, c'était un conte pour 3001 à t'attendre, là, c'est plus comme un mythe. Du coup, on débarre de début du mythe jusqu'à la fin, son apothéose, du coup. Et c'était très, très intéressant. C'était très impressionnant en termes de mise en scène, parce qu'à l'âge qu'a George Miller, je trouve ça assez impressionnant, une telle mise en scène aussi coloré, aussi vivant, aussi fou, du coup. Non, clairement, c'était très, très, très impressionnant. Je m'attendais à une claque, je l'ai eue, j'étais très, très heureux. Mais tant mieux, parce que du coup, on faisait la blague tout à l'heure, mais malheureusement, le film est en train de se prendre un méchant bide et ça fait mal. Ouais, ça fait très mal, par contre, ouais. Surtout aux États-Unis. Hein. Personne s'y attendait, là, pour le coup. Le bide. Ouais. Je sais pas, parce que c'est vrai que en fait c'est peut-être le fait que le film soit vraiment trop différent de Fury Road qui bloque les gens, ce qui est con parce que à part une scène que je trouve vraiment pour le coup ratée et qui pour moi en fait reprend trop l'univers de Fury Road, sauf que quand tu fais la comparaison ça fait très mal. La scène de la course-poursuite au chapitre 3. Okay. À part cette scène, je trouve que le film est vraiment une grande réussite, comme tu disais, en termes de narration. Je trouve que, encore une fois, en termes de transition, mais il se fait de ces trucs. Alors, peut-être pas autant que sur 3001 à t'attendre, mais vraiment George Miller. Et puis, en termes de découpage, c'est une folie. Et c'est tellement dommage que le film bide. Donc, puis en plus, il n'a pas un super bouche à oreille. À part quelques personnes qui viennent vraiment le défendre corps et âme en disant, comme tu viens de le faire. Mais ouais, c'est vraiment trop dommage. Donc, bon, voilà, on y remet une couche. Si vous l'avez pas vu, sérieusement, allez-y, foncez. N'écoutez pas trop les rageux, comme on dit. Ah oui, parce que franchement, ça serait dommage en plus qu'il ait une suite en préparation vis-à-vis de Mad Max, du coup, ce coup-ci. Une suite directe, oui, voilà. Suite directe pour The Wasteland, du coup, qui s'appellerait. Et ce serait bien que ce film puisse exister quand même. Ce serait un peu dommage qu'il coule à cause du flop. Enfin, je sais pas si ça l'empêchera complètement, mais ce serait quand même dommage que ça le freine, quoi. Après, ça sera son dernier film, donc à voir si le studio. Mais après, ça reste Warner Bros. Des fois, ils sont sympas et des fois, ils font vraiment des trucs de con. Ah, bah, surtout qu'en plus, je sais pas si vous avez vu récemment, mais on a eu les potentielles raisons de pourquoi ils ont repoussé le film de Bong Joon-ho aussi. Ah oui, bah, c'est tombé là, c'est tombé. Je sais pas si t'as vu. Non, je sais pas du tout et j'aimerais bien savoir pourquoi ils l'ont repoussé. Et ben en fait, ils l'auraient repoussé parce qu'ils n'auraient pas confiance en Bong Joon-ho et ils lui laissent donc pas le final cut. Ils veulent faire leur propre montage pour donner une version plus abordable. C'est Bong Joon-ho, c'est un gars qui, avec Parasite, a eu un succès mais planétaire. Vraiment, c'est pas juste le film a été très apprécié, c'est qu'il y a eu un vrai succès, un vrai engouement. C'est quelqu'un qui, voilà, tout le monde attend Mickey 17 et eux se disent, on a peur, on va pas faire, voilà. C'est ridicule, surtout que le film il finit de tourner depuis 2 ans. Enfin, ça fait un moment maintenant. Hein. Bah, il était annoncé en début d'année, avant Cannes en tout cas. C'est ça. Là, techniquement, ça fait 3 mois qu'on aurait dû l'avoir là si c'était resté comme tel. Ouais, là, il est daté pour début 2025. Donc, après, ça a toujours été la politique des studios, de toute façon, américains, d'avoir le final cut.
Bon, c'est vrai que ça paraît dingue de faire ça sur Bong Joon-ho après Parasite, mais C'est ça, oui, ils voilà. l'ont fait à d'autres. Voilà. Ah bah oui, je sais plus. Enfin, il y avait vraiment des gens qui disaient ça fait penser à d'autres. Bon, là, j'ai plus les exemples, mais oui, c'est ça. Le truc, c'est que Warner, vraiment, des fois, ils te laissent des trucs. Je suis désolé, je vais remettre une couche, mais par exemple, ils vont te laisser une liberté totale à Lana Wachowski pour Matrix 4. Et merci. Désolé, je fais partie de ceux qui trouvent que Matrix 4 est exceptionnel. J'en fais partie aussi. Jérémy. Moi, je trouve déjà qu'à partir du 2, ça se gâche. Alors, autant dire que le 4, voilà. Non, mais voilà, je veux dire, des fois, ça te laisse une liberté totale et de l'autre, ça contraint. Enfin, vraiment, et c'est sans parler non plus de tout ce qu'ils ont fait avec Coyote vs Acme, où t'as des films entiers qui vont même pas laisser. Même j'ai eu la chance à Cannes aussi de discuter avec eux, Adil El Arbi et Bilal Fallah, du coup, les réalisateurs de Bad Girl. Ah, tu les. Ah, bah, ouais, Et bah oui. qui ils y croient toujours, mais malheureusement non. C'est parce que ce film-là, je rappelle, c'est un film qui a été tourné à 90% et qu'ils ont complètement ils l'ont annulé. Ils l'ont juste annulé, ils l'ont jeté à la poubelle. Ou des raisons budgétaires, en plus, c'est vraiment un truc à la con. Ouais, pour vis-à-vis des les impôts qu'ils ont, la Warner, je crois. Ouais, parce que les pauvres, ils gagnent pas assez, tu sais. Voilà. Ouais. Alors qu'ils devraient faire la démarche de Sony. Bon, je sais pas si c'est la meilleure, mais alors Sony, eux, ils s'en foutent. C'est oh, le film est merdique, on s'en fout, on le sort là avec le Venom 3. Ah, bah, ça... À chaque fois, tout le monde chie dessus, mais bon, vu que le film fonctionne, ils se sont dit allez, vas-y, hop, on se fait plaisir. Je trouve que vraiment, t'as deux studios qui ont deux manières d'aborder les films qui sont très différentes, mais bon, pour des résultats qu'on connaît. Je vais vous parler d'un film qui. Putain, je suis vraiment trop dégoûté. On en parlait tout à l'heure. Qui a eu. Alors, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il était passé au film Pathé que Pathé permettait d'avoir là sur le camp de 2-3 jours. Il y avait 12 films qui passaient. Il y avait Bird, du coup, d'Andrea Arnold. Et finalement, le film va sortir en janvier, le 1er janvier 2025. Donc, il quitte mon top 2024 pour se retrouver là pour mon top 1 2025. Forcément, c'est le seul qui s'y trouve pour le moment. Et voilà, donc, déjà. Tout simplement, j'aime beaucoup le cinéma d'Andrea Arnold. Là, derrière vous pouvez voir American Honey, qui est le premier film que j'ai découvert de cette réalisatrice et dont je suis tombé amoureux. Dans mes rattrapages, j'ai découvert Les Hauts de Hurlevent. Pareil, je trouve qu'il y a une manière de filmer proche de l'humain avec un truc ultra organique et vraiment d'inscrire ces personnages dans un milieu et vraiment de les ancrer dedans et qu'on y croit. Et ben en vrai, Bird, il y a tout ce que j'aime d'Andrea Arnold. Il y a toute cette sensibilité, il y a cette douceur envers ses personnages, la manière dont elle a filmé les marginaux, qui sont toujours, qui sont mis de côté, etc. Mais dont elle arrive, qu'elle aime quoi. Donc elle va vraiment les filmer avec amour, tout en un petit peu les nuançant. Je pense par exemple au personnage de Barry Keoghan, qui va jouer le père, qui est un père complètement paumé, qui n'a absolument pas ses responsabilités. Quand des fois tu te dis, ça c'est vraiment un con. Et en même temps, il y a de très très belles scènes avec lui. Je pense vraiment à la scène de fin que je trouve où là, tu te dis putain, là, elle arrive vraiment à faire un revirement de comment tu as ton attachement envers lui, pardon. Il y a cette réplique, je l'avais déjà cité durant les épisodes de Cannes, mais je le recite ici parce que je trouve que ça résume bien le personnage. C'est qu'à un moment, il dit à ses filles, ah putain, vraiment, je vous aime, mais vous êtes chiante ou un truc dans le genre. C'est vraiment. Je ne peux pas ne pas vous aimer, mais en même temps c'est pénible de vous avoir, mais en même temps vous êtes mes filles, je vous aime, je vous protégerai quoi qu'il advienne, sans trop en dévoiler, parce que le film n'en fait pas des caisses par rapport à ça, et c'est super beau. Le film va tendre sur un peu de fantastique. Je trouve que c'est hyper bien amené, et alors je vais pas dire que c'est inattendu, mais, parce que le film te laisse sous-entendre qu'il y a peut-être une pointe de fantastique, mais sans, voilà, à un moment le film il va franco dedans. Et ça, voilà, je sais pas, j'aime beaucoup la manière dont elle va l'aborder. C'est pas criard, c'est juste par petites touches. Et qui, encore une fois, la scène de fin, moi, la scène de fin, ça a été mes seules larmes de Cannes. Ça a été du coup Bird, où à la fin, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment trop belle. On peut voir ça comme une sorte de coming of age, mais voilà, suivre une semaine de cette adolescente qui va vivre entre sa mère, son père, dans les quartiers paumés d'Angleterre, à faire la rencontre du coup de ce personnage Bird, personnage mystérieux mais lui aussi empreint de douceur, et voilà, aller à la plage, à découvrir un petit peu tout ce quartier. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. C'est un film que je trouve ouais, j'arrête pas de dire doux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est vraiment un film qui correspond à tout ce que fait le cinéma d'Andrea Arnold. Et puis voilà, puis bon, il y a 2-3 scènes qui sont vraiment très drôles, très finement amenées.
Non, vraiment, c'est une petite merveille. Donc, ouais, et c'est peut-être le film qui m'a le plus touché de sa filmographie. Parce que d'habitude, j'aime ces films, mais ça va pas me toucher. Alors là, non seulement j'ai aimé, mais en plus, ça a réussi à me toucher. Et voilà. Et puis même, le film n'hésite pas à avoir des vrais moments durs. Je pense avec la relation qu'elle a avec son beau-père, où là, il y a des excès de violence qu'ils vont avoir, mais qu'elle arrive à compenser toujours par d'autres aspects. Bref, je t'ai vu un petit peu hocher la tête. Toi, J'adore le film. Oh, bah, voilà. Vraiment, j'adore le film. Je trouve que je suis assez d'accord avec le palmarès. Alors après, on aurait pu discuter de l'ordre des films et tout ça, mais je trouve que les films intéressants de la compétition sont au palmarès, en grande partie, et sauf celui-là. Ah, mais je trouve ça assez incompréhensible. Après, je trouve que le film est imparfait par moments, notamment dans le montage. Elle tente des trucs des fois, mais il est même attachant dans ses imperfections. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi que les touches de fantastique sont très bien dosées. Et puis, plus que du fantastique, j'ai l'impression que c'est du poétique. Les premiers plans en contrebas sur ce personnage de Bird et tout ça sont tellement beaux dans cette réalité plutôt âpre. Et voilà, Barry Keoghan est vraiment génial. Mais t'as pas cité Franz Rogowski, que moi aussi j'adore, l'acteur qui joue Bird, justement. Oui. Qui est vraiment un acteur qu'on a découvert plutôt dans le cinéma allemand chez Christian Petzold, notamment dans Transit, où il était très... Et puis on l'a vu dans d'autres choses, et il dégage une bienveillance, un truc, une émotion, dès qu'on le voit la première fois, qui vraiment irradie tout le film. Et il est bouleversant. Rien que juste en étant à l'écran, il est déjà bouleversant. Et donc après dans l'évolution de l'histoire d'autant plus. Mais oui, c'est un super film et j'adore aussi Andrea Arnold et j'aurais bien aimé qu'elle soit qu'elle soit au palmarès. Pareil, je la voyais en prix du jury ou grand prix carrément et très surpris. J'avais écrit, c'est juste cette petite phrase, tu me dis si tu es d'accord avec moi, j'avais dit c'est l'énergie d'un premier film mais avec l'expérience d'une réalisatrice confirmée. C'est ça, mais en plus ça va bien je trouve avec l'image qu'elle a eue sur la montée des marches et tout ça. Alors je sais pas quel âge elle a, mais une bonne cinquantaine je pense. Et elle est vraiment montée avec cette fougue, cette énergie, mais qui était naturelle chez elle, quoi. Elle dansait en montant sur la musique. Plus que ça. Elle a 63 ans. Et ouais, mais on sent qu'elle a encore cette énergie-là qui est très, en effet, juvénile, quoi, vraiment. Et ça se ressent à travers ce film. Vraiment. Mais le film a cette énergie-là, et c'est pour ça que certaines imperfections passent, parce qu'en fait, c'est porté par une sorte d'urgence de raconter cette histoire, d'énergie de le faire. De sincérité. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, vous allez devoir attendre un petit moment quand même avant de les découvrir. Mais ouais, Bird, ça fait partie. Et en plus, encore une fois, la manière dont ils te l'ont mis dans le programme, c'était. Je crois qu'il y avait en face, tu avais Megalopolis, en tout cas pour les séances presse. Donc il y a beaucoup de presse qui ont raté Bird. Il y avait très peu de séances de rattrapage. Il y en a eu une le samedi. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir le lendemain. Et oui, parce que je voulais absolument pas le louper. Mais c'est vrai, Bird a eu assez peu de retours. Après, les gens qui l'ont vu ont beaucoup aimé. Mais c'est vrai que Bird n'a pas eu le succès qu'on peut avoir d'autres films qui sont passés avant. La Journée, il fait à peu près les mêmes chiffres que, par exemple, pourrait faire un certain regard en termes d'attirance. Donc voilà, allez voir Bird quand il sortira. De toute façon, on vous en reparlera. Et alors nous, je pense je vous en reparlera d'ici 1 an et demi pour les tops de 2025, donc en 2026. Hein. Mais voilà, je risque de vous en parler pendant un petit moment. Voilà. C'est un peu ridicule, mais bon, après tu me disais que c'est pas une date si déconnante finalement. Non, de toute façon, les films qui passent à Cannes sortent entre Cannes et le Cannes d'après, en gros. C'est ça, oui. Et puis là, surtout, on voit que sur les films de la compète, comme il n'y a pas du tout de sortie cet été, ou très très peu, parce que les JO font peur à tout le monde, les salles parisiennes seront très peu fréquentées, à partir de septembre, enfin toutes les 2 ou 3 semaines, il y a un film important de Cannes. Et voilà, Bird qui est peut-être quand même un peu plus fragile par certains côtés, parce qu'il n'était pas au palmarès, parce que on a beau adorer Andrea Arnold, elle a peut-être pas la reconnaissance qu'elle mérite en termes de public. Donc voilà, pour l'instant, il y a un vrai boulevard à partir de mi-décembre. Là, ça va tomber pendant les vacances scolaires, au moment où les gens auront fait leurs cadeaux pour Noël, donc ils auront plus ça en tête. Et en général, c'est une semaine qui est assez bonne pour le cinéma. Donc non, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien placé. On lui souhaite en tout cas d'avoir le succès qu'on lui espère. C'est bon, on arrive à la fin. On arrive à notre top 1, notre Palme d'Or. Voilà, donc Palme d'Or, du coup, comme on l'a dit, pour Anora dans la réalité. Mais nous, on a une autre palme à distribuer à d'autres films. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être des films en dehors de la compétition. Donc, ça peut être Sortant Regard, quinzaine des cinéastes, ce que vous voulez. On va commencer par, allez, Jérémy.
Ben, ça sera Cannes première. Ça sera Cannes première. Cette sélection bizarroïde. Oui, parce qu'on ne comprend pas entre Cannes première. Il y a eu Cannes. Il y a les séances spéciales. Séances spéciales. Mais en gros, Cannes première, c'est pour qu'il y ait plus de films présentés à Cannes. C'est ça, voilà. Mais pour que Cannes truste un peu tous les films. Moi, j'ai vraiment adoré le film d'Alain Guiraudy qui s'appelle Miséricorde. Oh oui. Mais en plus, qui actuellement. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La Cinémathèque, pendant un mois, je crois que ça a commencé le 31 mai, c'est jusqu'à fin juin. Il y a à la fois une rétrospective, il y a des rencontres autour de son œuvre littéraire qui est aussi passionnante, à Ombre Blanche, tout le reste est à la Cinémathèque. Et il y a une carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse. Et une carte blanche où il a aussi choisi des films. Et je trouve d'ailleurs que dans son choix de films, on le reconnaît bien. Voilà, j'étais très content que Guiraudy soit à Cannes, même si c'était à Cannes première. J'avais quand même un souvenir très ému de la séance de l'Inconnu du lac que j'avais découvert en compète à Cannes, et je connaissais très mal son cinéma à ce moment-là, et ça avait été une claque. Et là, Miséricorde, je l'ai mis en numéro 1, d'abord parce que c'est un film que je trouve très très drôle, très très libre, et surtout j'ai beaucoup aimé dans les différents états qu'il m'a fait passer en tant que spectateur. Le film commence avec une certaine lenteur, beaucoup de mystère. Et pendant la première demi-heure, je me suis dit, avec un côté très film noir, ah mince, je vais être déçu par Guiraudy, ça m'était pas arrivé. Enfin voilà, ça met un peu de temps. Et puis petit à petit, ça s'installe et ça finit par démarrer. Et là, on reste dans ce truc film noir assez mystérieux, mais il se rajoute tout le cinéma de Guiraudy, d'aller à fond dans ses obsessions, toujours sur la question du désir, avec des personnages impayables. Enfin, il y a un personnage de curé qui est à mourir de rire. Il y a 2 gendarmes qui débarquent dans cette histoire, et là aussi qui ont des répliques vraiment savoureuses. Et le film part un peu dans tous les sens, mais c'est hyper maîtrisé. Et il mélange à la fois son cinéma un peu des premiers temps, très naturaliste. Ça se passe dans un petit bled pas très loin dans la région, la forêt est assez présente, mais il rajoute un peu ce qu'il avait mis dans son dernier film que moi j'aimais beaucoup, qui est plus de l'ordre du vaudeville, quoi. Il y a vraiment un truc de marivaudage, et franchement c'est tordant, la salle était pliée en 2 de rire, et puis voilà, je trouve ça, et puis il y a une liberté, enfin voilà, autant dans les thèmes que dans la manière de le faire. Ça ne ressemble qu'à lui, il le fait voilà, comme il veut. On sent que là, il n'a pas de question de Final Cut de Warner ou de je sais pas quoi. Enfin, voilà, et je trouve que ça fait du bien un film aussi libre. Et puis ça fait du bien de rire au cinéma aussi. Donc voilà, donc ça sera mon numéro 1. Ça m'étonne moi-même, mais c'est comme ça. Bah, c'est vrai que là, si je parle en termes de comédie, la comédie qui me marque surtout, c'est celle d'Anora. Et ensuite, mon top 1, mais bon, c'est pas tant une comédie que ça, mais ouais, c'est vrai que Rire à Cannes, c'est pas le truc qu'on retient le plus. Mais à Nora, il y a des scènes tordantes aussi. Ah oui, mais non, voilà. c'est vraiment. Mais c'est un autre humour qui est dans l'hystérie, dans le répétition, dans le. Voilà. Non, la Guiraudy, c'est un humour très particulier. Le vaudeville, tu disais du coup. Oui, c'est ça. Mais un vaudeville à la Guiraudy. Enfin, je veux dire, on claque des portes, mais on claque des portes entre un curé attiré par un jeune homme et des gendarmes qui passent là et qui leur souhaitent le meilleur pour la suite. Enfin, non, il y a des trucs très très drôles, vraiment. J'ai toujours pas vu du Guiraudy. Je vais essayer de voir ce que je peux voir durant la Cinémathèque, mais ouais, pareil, j'ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas, du coup, t'as pu le voir ou... Pas du tout, non. Ok, ouais, mais j'ai entendu beaucoup de bien, et certains qui ont été dégoûtés que finalement c'est pas lui qui a eu la Queer Palm. Ah, il aurait pu, tout à fait. Ouais, je sais pas si Cannes première est éligible à la Queer Palm. Tous les films, okay. Il y avait, voilà, certains disaient pourquoi pas La Pampa ou Les Reines du Bal. J'ai beaucoup plus, d'ailleurs cette année, j'ai pas vous, mais j'ai beaucoup plus entendu parler des films de la semaine que de la quinzaine. La quinzaine, j'en ai quasiment même pas entendu. Ouais, pareil pour le coup, ouais. Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup Un Certain Regard qui a pris beaucoup de place cette année. Je trouve que la sélection d'Un Certain Regard était très très forte. Moi c'est vraiment Un Certain Regard, et c'est rare que je vois autant de films à Un Certain Regard, et là vraiment j'en ai vu beaucoup. Et j'en ai loupé beaucoup à Un Certain Regard, je suis vraiment dégoûté. Et je trouvais que l'année dernière, la semaine de la critique avait fait beaucoup parler. Non, là ça m'a moins... Moi c'est Un Certain Regard qui m'a marqué pour le coup. Ouais. Je me tourne vers toi, toi ta Palme d'Or. Eh ben moi je vais être très peu surprenant, parce que je crois que c'est quasi tout le monde était d'accord côté public pour celui-là. Substance, du coup. Oh là 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 là, je pense qu'il y a 2 Palmes d'Or pour celui-là, mais on verra peut-être, mais vas-y. Et du coup, je cite 2 de mes amis de la coloc que j'avais cette année, et qui, vous avez dû voir passer avec la vidéo d'Halluciné, parce qu'on ne voyait que passer tout le temps, mais la palme, c'est eux, c'est eux, oui.
Ce film est complètement fou, mais c'est Oh là là, génial. oui, mais tellement. Mais en plus, j'avais vu Revenge du coup pour rattraper quand même. Pareil. Et j'ai vu le film quand je savais qu'elle voulait faire un body horror, je le voyais. Je voyais clairement les idées qu'elle pouvait avoir. Et je m'attendais pas non plus à autant d'idées. Surtout la fin. À la fin, oui. La fin est incroyable. Je m'attendais pas à ça du tout. C'était impressionnant. On nous avait vendu du gore. Je m'attendais à un petit, comment dire, à une petite exagération. Pas du tout. C'est même pas exagéré pour un sou. C'était gore à souhait. C'était mais génial. Parce que c'est pas juste du gore pour être gore. C'est pas juste gratuit. Il y a un vrai propos derrière sur le traitement surtout des femmes actrices ou même tout simplement dans le milieu du cinéma hollywoodien qui ont passé un certain âge, en moyenne la quarantaine, cinquantaine, et qui commencent à être maltraitées vis-à-vis des hommes qui sont aussi présents dans ce milieu. Et c'est même que ce soit visuellement aussi ou dans son propos, les deux sont très intéressants et très bien amenés, je trouve. Non, mais du coup, je vais rebondir. Oui, c'est pareil, c'est mon top 1. De toute façon, j'en ai beaucoup parlé ici, mais comme tu dis, en fait, c'est vraiment la folie du film. Je trouve que, en fait, il y a la folie du film et aussi le film qui pousse tous les potards à fond, que ce soit tant en termes de gore avec cette scène où ça n'en peut plus, enfin ça n'en finit pas tellement elle pousse les potards, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que les acteurs sont quasiment d'un surjeu. Enfin, je pense à Denis Quaid qui joue du coup le patron de la chaîne, qui initialement ça devait être Ray Liotta, mais qui nous a malheureusement quitté avant du coup le tournage. Donc c'est lui qui reprend le flambeau, qui sur un truc mais pas possible. Même la réalisation par exemple, je sais qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec. La réalisation va abuser des inserts. Alors les inserts c'est une sorte de très gros plan pour par exemple quand il y a une scène qui est dégueulasse où est-ce qu'il va manger des crevettes et vas-y on va te faire des gros plans sur lui qui mange et on va bien entendre les bruits de crevettes en train de se casser. Donc c'est hyper grossier sur la manière de filmer, mais c'est grave dans le propos du film. Et tu vois, le film a eu le prix du scénario. Je trouve ça abusé parce que, bon, en termes de scénario, c'est Demi Moore, du coup, 50 ans passées, on dit t'es trop vieille, qui va avoir une version alternative plus jeune d'elle, une semaine sur deux. Et à partir de ça, le film va jouer avec du coup ses propres règles pour essayer de pousser, voir jusqu'à quel point on peut complètement dénaturer le corps de l'autre. Ça va dans du body horror à fond. Mais voilà, le scénario, pour moi, c'est un prétexte pour que Coralie Farja s'éclate à la caméra. Et vraiment, il y a un truc ultra jouissif. Et j'aime bien ressortir une anecdote, c'est que je l'ai vu en séance presse. Les séances presse, c'est très très calme. Ça n'applaudit jamais. Genre vraiment, il n'y a pas la standing ovation qu'il y a au début ou même à la fin, que ce soit à la fin ou même au début quand il y a les génériques, quand il y a les studios des films. Voilà, c'est très 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 calme. Et à la limite, bon voilà, il y a des petits rires par-ci par-là. Il y avait une ambiance, ça m'est complètement retourné à la croisette. C'est vraiment, ça applaudissait, ça rigolait, ça réagissait, ça faisait des ouh et tout. Enfin, il y avait vraiment un truc de super vivant. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vois le film et son synopsis, tu te dis c'est un film qui se fait en 1h30. Voilà, t'as tout ce que tu veux. Et elle va pousser le truc jusqu'à du 2h25. Tu vois pas du tout les 2h25 passer. Et mais il y a une générosité dans ce film qui est sans limite. Voilà, elle cite, ça a été dit 1000 fois, mais elle cite plein de cinéastes. Elle va citer du Kubrick, du Cronenberg évidemment, ça va citer du Lynch. Et je trouve que vraiment quand tu analyses pourquoi elle les cite, c'est jamais gratuit. Il y a toujours une petite raison pour laquelle elle va les citer. Et surtout, je vais finir là-dessus, c'est que je ne vois pas dans quel monde ce film ne devient pas un futur film culte. C'est pour moi vraiment, les gens qui adorent le body horror vont s'éclater. Je pense que c'est un film qui, je ne sais pas trop comment il va réussir à avoir son public, mais une fois qu'il aura trouvé son public, c'est un public qui va pas du tout le lâcher. Et je suis très étonné qu'il finisse top 1, mais une fois que tu te trouves face au film, il y a quelque chose qui te rend fou. Vraiment, je suis ultra admiratif de ce qu'elle a réussi à faire. Voilà, surtout que ça faisait 2 ans que le film était en boîte et qu'elle avait beaucoup de mal à le faire sortir. Voilà, donc bravo à l'équipe du Festival de Cannes à avoir laissé rentrer ce film. Et c'est un pur plaisir. J'espère que si vous le voyez, que vous serez aussi enthousiaste que nous, parce que quel film, mais
quel film, vraiment. Jérémy, toi, tu l'as vu, je crois. T'es un peu... Oui, je l'ai vu. Oh là, Et non, mais en plus, ouais, le prix du scénario, franchement, je trouve que c'est une blague. Oui, non, mais voilà. Enfin, on sentait bien qu'il allait avoir un prix parce que vraiment, c'est le film qui a fait parler à Cannes, ce qui a rappelé l'année où était projeté Titane, où tout le monde ne parlait que de ça. Bon, moi, perso, je trouve Titane bien au-dessus, mais en tout cas, il y avait vraiment cette séance événement dont tout le monde parlait. Voilà. Moi, j'adore cette manière de s'emparer d'un sujet important, de le traiter par le genre, et j'adore sa manière de pousser tous les curseurs à fond. Ah, mais complètement. Après, voilà, je trouve que c'est tellement poussé à fond que on est à la limite par moment de l'indigestion et que voilà, moi, 2h25, au bout d'un moment, c'était un peu too much pour moi. Mais tu vois, l'indigestion, je l'ai au début, je l'ai pas à la fin. C'est le temps que ça rentre, tu vois. Ouais, moi, après, je sais que les 2h20, je les ai un peu vus passer quand même. Et tout en trouvant qu'il y avait plein de choses assez géniales et qu'en effet, elles tentent tout. Moi, j'aurais adoré. Alors, je trouve que les actrices du Audiard le méritent amplement, mais je trouve que Demi Moore, Oui. il fallait oser quand même y aller et y aller autant à fond. Oui, je trouve que c'était assez audacieux de sa part à cet endroit-là de sa carrière de tenter ça. Et elle joue le jeu à fond. Enfin, je veux dire, de toute façon, tout le monde y va à fond. Le film va à fond surtout. Voilà, je suis un peu T'aurais pas plus... pu faire autrement. Vu le film, tu peux pas le faire à moitié, vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, après, ça m'a pas autant pris que ce que l'avait fait Titane, pour le coup, dans un côté moins fun, mais où vraiment j'avais été embarqué dans cette ambiance-là. Là, ça me l'a moins fait. J'ai aimé beaucoup de choses, mais à la fois, ouais. C'est beaucoup plus grossier et criard que les Titanes. Et beaucoup moins sérieux. Enfin, je veux dire, on arrive complètement. dans 45 minutes de grotesque à la fin. Bon, voilà, il y a un Ça truc s'arrête pas au bout d'un moment, mais oui. Mais voilà, ça m'a pas totalement embarqué. Après, je trouve le film assez audacieux. Et je trouve très audacieux qu'il se soit retrouvé en compète. Et ça, mais ça me n'a fait... rien à faire là-dedans. C'est ça qui est génial. C'est vraiment... à côté de gens qui ont, comme on dit, leur rond de serviette et tout ça, et quand on voit la qualité de leur film par rapport aux attentes on a été un peu déçus. Voilà, qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec un deuxième film. Moi, franchement, Revenge, ça m'avait pas emballé plus que ça. Là, voilà, qu'il y ait une proposition comme ça qui arrive et qui fasse parler, qui soit vue par plein de gens qui n'iraient jamais voir ce genre de film. Enfin, je trouve ça super. Enfin, pour le coup, c'est ce qui est un peu le truc de cette année. C'est que ceux qu'on attendait ont un peu déçu. Pas tous, mais certains. Et à la fois, il y a eu des bonnes surprises. C'est le cas de The Substance, c'est le cas du film indien qui a gagné le Grand Prix dont on n'a pas parlé, mais que moi je trouve est un film splendide. Voilà, il y a eu quand même quelques petites surprises comme ça. Donc ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est une année qui était pas mal. Dans les films qu'on attendait et qui ont été à la hauteur, je pense à André Arnold dont on vient de parler juste avant. Corélie Farja, c'était une attente, mais je pensais absolument pas que ça allait aller à ce niveau. Donc ouais, c'était un festival rempli de surprises, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, bah ouais, ça a complètement déjoué nos attentes et puis voilà. Je me permets juste 2-3 petits mots parce qu'en plus j'ai vu que le film allait avoir, me semble-t-il, une sortie le dimanche 7 juillet dans tous les pâtés de France. Encore une fois, désolé Jérémy. Non, pas forcément que dans les pâtés. On est en discussion avec eux. Il est possible qu'on le reprenne d'ailleurs. Bah, oui. Le Napoléon d'Abel Gance. Voilà, alors je n'ai malheureusement vu que la première époque, que les premières 3h40 du film. J'ai été ébahi, je comprends pas comment un film de 1927 peut être aussi actuel en termes de réalisation, c'est quand même fou. Et du coup, là, j'imagine que c'est la version de 7 heures que vous êtes en train de... Oui, voilà. 2 parties, une de 3h40, une de 3h20. Et j'ai vraiment hâte de voir cette seconde partie parce que la première m'a complètement laissé bouche bée. En plus, c'était le premier film avec lequel j'ai commencé Cannes. Et c'est vrai que si le film avait été, je sais pas, en compétition, ça aurait peut-être pas été ma palme. Mais en tout cas, ouais, il est très très haut parce que je trouve que... Enfin, je dis ça aurait pas été ma palme parce que je l'ai pas vu en entier. Je l'aurais vu en entier, je pense que voilà. Après, c'est très rare qu'on parle autant des films qui passent à Cannes classique, mais moi j'en ai entendu parler tout le festival aussi. Mais faut dire que vraiment c'est un film qui a mis un sacré niveau. Puis bon, il y a toute l'historique derrière et à voir aussi du coup la Cinémathèque, comment avec les autres salles qui vont avoir pour les années suivantes. Parce que vu que la Cinémathèque de Toulouse a aidé un petit peu à ce que le film puisse avoir lieu grâce aux leurs bobines. En tout cas, là, c'est Pathé Distribution qui a le film. Ils le sortent le 7 parce qu'il y a une ou deux séances événements. Je crois qu'il y a un ciné-concert
je sais plus où, mais sur ce week-end-là, donc ils vont le sortir là. Mais l'idée, c'est de le faire vivre un peu pendant tout l'été. Donc nous, ils nous en ont parlé, savoir si ça nous intéressait. On leur a dit qu'on était grandement intéressés. Comme nous, notre programme est déjà bouclé jusqu'au 16, ça serait à partir du 17 juillet. Et ils doivent voir justement, comme c'est Pathé Distribution et qu'il y a Pathé Exploitation, est-ce qu'il y aura une exclusivité pour Pathé sur les premières semaines. Mais nous, on aimerait bien le proposer pendant l'été. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien assurer. Écoutez, de toute façon, on aura un épisode qui sortira mi-juillet. Si on a des news, on vous les fait partager parce que vraiment, voilà, je ne pouvais pas ne pas redire un dernier mot sur cette restauration, même reconstruction, parce que bon voilà, en termes de, je vous encourage à écouter le premier épisode où on revient avec du coup un de mes collègues, John. On revient sur toute l'histoire de ce film et comment on a été ébahis par celui-ci. Et ben voilà, c'est terminé, 2 heures comme je vous avais promis. Non, tu nous avais promis 1h30. Hein. Non, je rigole. 1h30 sur les films, on a tenu 1h15. Facile. Non, il est 15h40, je te libère, comme ça tu Non, mais il n'y a aucun souci, c'était pour la blague. Tu sais quoi, si on peut pas déconner un peu à la fin. Non, tu sais quoi, je vais couper tous tes morceaux, tu vas voir. Écoutez, merci à vous d'y avoir participé, c'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous a plu cette première expérience Avis désastreux. Ouais, clairement. Très chouette. Allez, merci beaucoup. Merci à vous aussi de l'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que ça n'a pas fait trop redite par rapport aux épisodes précédents. Justement, l'objectif c'était d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles voix pour avoir d'autres points de vue, questionner un petit peu des films que j'ai peut-être passés sous le radar ou d'autres. Hein. Donc là ça vous fait une belle liste. Si je me motive, peut-être pourquoi pas une liste Letterboxd qui résume tous les films qu'on a abordés. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, parler du podcast à vos amis, comme ça permet d'avoir un petit coup de pouce. N'hésitez pas à le noter également, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ça permet d'augmenter notre moyenne, notamment sur Spotify. Et puis voilà, nous, je suis en train de regarder. Oui, alors, du coup, ce qui nous attend, c'est que, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, 6-7 épisodes journaliers autour du Festival d'Annecy, qui seront du coup présentés et tenus par Julie, qui vous parlera des petits films. Et après, on n'a pas fini avec le cinéma d'animation, puisque le prochain épisode d'Avis désastreux sera une spéciale Pixar pour la sortie de Vice Versa 2. Bon, quand on enregistrera, on n'aura pas vu le film, mais voilà, du coup, une petite séance Pixar. On va vous parler de ce magnifique studio. Et bien du coup, en attendant que l'on revienne, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, vous savez quoi, c'est vous qui allez compléter cette phrase pour voir un petit peu comment vous vous débrouillez. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel à votre avis ? Le pire avis qu'on puisse avoir ? Ouais. C'est le nôtre. C'est le nôtre ? Oh, c'est triste ça. Et toi ? J'allais dire celui qu'on n'a pas. Mais celui qu'on n'a pas, c'était une des premières. C'est celui qu'on ne partage pas enfin. Et voilà. Bête. Allez, merci à tous, salut et à la prochaine. Ciao. Merci. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.